Bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Romanet-Pérou. Bonjour Arnaud. Bonjour Mickaël. Donc cette vidéo est un petit peu particulière. Ça va être un format un peu long, type podcast vidéo. Et l'idée, alors c'est une collaboration avec Arnaud, qui est donc le fondateur d'Upstone, qui est une plateforme de crowdfunding. Et l'idée, c'est de vous proposer d'aborder plein de sujets autour du crowdfunding, de parler de ce que c'est le marché du crowdfunding aujourd'hui, de l'offre du crowdfunding, des types de projets qui sont proposés, de quelle est la rémunération, et puis de parler aussi, bien sûr, d'histoires que seule une plateforme connaît. Les projets les plus fous qui sont passés sur la plateforme, qui ont été refusés, pourquoi, les critères de choix. Donc ça va être une interview intéressante pour les gens qui découvrent le crowdfunding déjà, et pour les gens qui ont déjà investi pour mieux choisir leur projet et comprendre un petit peu quelle est la vision finalement côté plateforme de ce qui se passe. Et on va parler évidemment de pourquoi les opérateurs empruntent, qui sont les profils des gens qui empruntent. Voilà, on sait qu'il y a des marchands, des promoteurs, etc. Mais voilà, pourquoi ils viennent, comment ils utilisent ce type de financement. Voilà, donc beaucoup de choses que j'ai envie d'aborder avec toi, Arnaud, aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement ? Oui, bien sûr. Merci de me recevoir. Effectivement, je suis ravi de collaborer avec toi. Je pense qu'on a plein de choses à dire pour mettre de bases saines sur le fonctionnement et la compréhension de l'immobilier et du crowdfunding immobilier. Alors moi, je suis Arnaud Romanet-Pérou. Je suis le fondateur d'Upstone. Donc j'ai créé cette société en 2015. Avant, moi, je suis ingénieur. Je suis ingénieur. J'ai fait des routes et des ponts. J'ai travaillé en Afrique. J'ai rénové un bord de mer en Guinée équatoriale. J'ai fait une route sur l'est de Madagascar. Après, je suis revenu en France reprendre des études et j'ai passé un master finance dans une école de commerce à Paris, le SCP pour pas la citer. Et j'ai commencé à bosser à Londres, dans ma deuxième carrière. Je suis revenu en France pour monter une société de conseil qui, au bout de 2 ans, a explosé en plein vol. Et j'ai rejoint BNP Paribas dans le monde des SCPI. Et voilà, au bout de 2-3 ans, j'avais un peu le démon entrepreneurial qui revenait. Et j'ai vu la vague du crowdfunding arriver. Je me suis dit que ça avait l'air pas mal. Et c'était un moment dans les années 2015, sur la deuxième moitié des années 2010, c'était la Startup Nation qui était mise en avant. Il y avait beaucoup de contenu, marketing, éducation autour de l'entrepreneuriat. Et c'était vachement chouette et vachement dynamique et vachement foisonnant. Et donc voilà, j'étais dans cet écosystème et j'ai pu lancer Upstone depuis 2015 maintenant. Là, on a financé en tout plus de 150 opérations. On s'est rapproché d'un actionnaire qui s'appelle Spirit, qui est un promoteur immobilier. Enfin, ils se sont rapprochés de nous plutôt. On s'est rapproché d'une autre plateforme qui s'appelle Immocracy. Donc, on est en train de créer un groupement de plateformes avec Upstone et Immocracy. Et l'idée, c'est de proposer des deals toujours un peu originaux, un peu nouveaux, des nouvelles structurations, pour que les investisseurs puissent, à partir de 100 euros, constituer un petit portefeuille dynamique sur des investissements qu'on va détailler un petit peu plus tard, qui sont principalement le financement de la promotion, du marchand de biens, du refinancement hypothécaire, plein de choses. Profitez de votre bonification de 1% sur les 3000 premiers euros investis lorsque vous créez votre compte sur la plateforme Upstone avec le code #SPR à indiquer lors de votre inscription. Merci Arnaud pour ce petit bonus pour les investisseurs qui nous écoutent. C'est normal. Justement, si on fait un petit point actualité, à la fois sur le marché de l'immobilier et du crowdfunding, parce que les deux sont quand même intimement liés. Qu'est-ce que tu observes toi de ton côté en tant que plateforme et en tant que investisseur également Alors déjà, j'ai une autre casquette que j'ai pas citée, c'est que je donne des cours de finance immobilière aussi dans quelques écoles à Paris. Et c'est vrai que je reprends toujours les bases de qu'est-ce que c'est que l'immobilier et comment l'immobilier a évolué depuis les années 50, avec ces histoires de cycles et de crises, qui post-deuxième guerre mondiale, on a eu une reprise de l'économie, on a une économie française qui s'est tertiarisée, on a eu besoin de bureaux, on a eu des chocs pétroliers en 70, on a eu l'élection de la gauche au pouvoir en 80 qui a créé un ralentissement, on a eu la crise spéculative en 91, on a eu la bulle tech en 2001, on a eu en 2008 la crise des subprimes, et en fait, on voit qu'il y a des cycles, tout simplement économiques, avec un impact plus ou moins important sur l'immobilier. On note que l'immobilier c'est alors financiarisé, professionnalisé à partir des fin des années 90. Avant c'était un peu un monde de cow-boy avec
peu d'acteurs établis, du manque de professionnalisation dans les échanges et dans la valorisation. Donc tout ça s'est arrangé. Il y a aussi beaucoup de sociétés de gestion qui se sont créées depuis le début des années 2000 pour normaliser un peu le processus d'investissement. C'est là où on a eu un peu l'émergence des CPI qui existent depuis les années 70 mais qui ont vraiment un second souffle à partir des années 2000. On a des sociétés de gestion qui structurent des fonds d'investissement dans lesquels les investisseurs se positionnent pour faire de l'immobilier de long terme. Donc c'est vrai que ça a structuré pas mal des choses. Et pour revenir sur cette histoire de cycle, ce qu'on constatait, alors nous, le crowdfunding en général est arrivé en France 2014. Je crois que la réglementation date de 2014. Donc, les premiers agréments ont été distribués à partir de là. Et on était, alors jusqu'à maintenant, sur un cycle haussier qui était très très long. Puisque la dernière grosse crise, en fait, c'est les années 90. En 2008, ça a été un petit peu chahuté. C'est aussi la différence entre le Far West économique et un monde un petit peu plus normalisé, où on a des investisseurs qui sont là pour le long terme et qui n'ont pas vraiment envie de voir leur valeur exploser en plein vol, comme dans les années 90. Donc, on est sur un cycle qui a été très haut, qui a été boosté par des taux très bas. Et tout le monde savait que c'était à peu près anormal d'avoir des taux très proches de zéro. Il y a beaucoup de... Tout le monde, quand tu dis tout le monde, les professionnels. Oui, plutôt les professionnels. En tout cas, ceux qui sont autour de l'économie et de la finance se constatent que l'argent gratuit, c'est une anomalie de l'histoire, et que ça a boosté un petit peu les prix des actifs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'immobilier, mais en fait, les actions, les actifs, de manière générale, ont des valorisations qui ont fortement augmenté parce qu'il y avait de l'argent pas cher qui permettait de faire des financements à bon compte. Donc, dans les paradoxes intéressants, enfin dans les études intéressantes de l'immobilier, il y a la corrélation entre les taux directeurs et la valorisation de l'immobilier. Il y a aussi l'immobilier et l'inflation, dont on pourra parler. Et souvent, quand mes élèves cherchent des sujets de mémoire, je leur dis, dans les marronniers, vous pouvez étudier la corrélation entre la valorisation des actifs, donc immobiliers, et les taux. Donc quand les taux sont bas, on voit que les valos augmentent. Et la question que tout le monde se posait, et qu'on pose depuis 10 ans, c'est, monsieur, quand les taux vont augmenter, qu'est-ce qui va se passer ? Et je leur dis, franchement, on verra. Je sais pas, ça va poser tellement de problèmes de toute façon dans l'économie d'avoir des taux plus élevés parce que les États vont avoir une charge des intérêts qui vont augmenter, il va y avoir moins d'investissement, donc il va y avoir du chômage. L'immobilier sera quasiment secondaire finalement, mais on constate que là, les taux augmentent, on serre la vis pour tuer l'inflation. Et le paradoxe, c'est qu'on te dit il y a de l'inflation, il faut investir dans l'immobilier. Mais on appelle ça le hedge contre l'inflation, l'immobilier, sous couvert de les loyers sont indexés sur l'inflation. Donc si il y a inflation, il y a augmentation des loyers. Comme la valo dépend des loyers, si les loyers montent, la valo augmente. C'est un raccourci c'est quasiment un sophisme. On arrive à faire cette démonstration. Et après, il y a la réalité du marché. C'est qu'aujourd'hui, les taux augmentent, donc les gens sont moins solvables. Du coup, il y a moins de transactions. Et les transactions qui passent sur le marché ne sont pas forcément significatives du marché parce que c'est des transactions de gens qui doivent vendre. Donc, je crois que c'est les 3D ou les 4D. C'est les décès, divorces, déménagements. Et le quatrième, je l'oublie toujours. Donc, il n'y en a peut-être que 3. Et donc, on a un marché qui va s'ajuster parce qu'on était sur un cycle haussier qui doit arriver à sa fin. Maintenant, on peut avoir un peu de recul sur le marché en se disant, mais ça baisse de 5%, alors catastrophisme ambiant, tous les journaux qui titrent c'est la fin, l'immobilier explose en plein vol, et puis si on regarde dans le rétroviseur, on constate que ça fait plus de 10% par an pendant 10 ans, donc on peut digérer moins 5% pendant un an. Il ne faudrait pas que ça fasse moins 20% pendant 10 ans tous les ans, mais on ne sait pas. Donc on observe ce cycle en se disant, les choses vont évoluer. L'argent coûte un petit peu plus cher aujourd'hui. Ça va changer profondément le marché. Ce qu'on observe, nous, pour venir un petit peu à ce sujet, c'est qu'on a des banques. Nous, on est une plateforme, donc on va financer. Alors, je vais mettre comme ça. D'un côté, on a des investisseurs et de l'autre, on a des projets. Oui. Et nous, nos opérateurs, ils ont besoin d'argent pour construire des opérations qui vont vendre à des particuliers généralement. Et les particuliers, ils ont besoin d'emprunter pour acquérir. Donc, on a des banques qui vont de moins en moins financer les opérations que nous on finance parce qu'elles resserrent tout simplement le robinet. Si on regarde, en début d'année, on avait des taux qui étaient encore à 2, 2,5, 3. On les voyait tous continuer à monter. Et la banque, plus le taux est élevé, plus sa marge est importante. Donc, je me place du point de vue du banquier qui sait que les taux vont continuer à augmenter. Il se dit,
Bon, en fait, si je bosse dans 6 mois, je gagne plus d'argent, donc j'ai pas intérêt à bosser maintenant. Donc, nous, ce qu'on a observé sur toutes nos opérations, c'est des acquéreurs qui n'ont pas leur crédit. Parce que la banque botte en touche, la banque ne répond pas, la banque ne veut pas prêter. L'acquéreur final, c'est ça L'acquéreur final, ouais, des appartements et des maisons et des terrains que nous, on a financés d'un côté de la chaîne. Donc, on a un rythme qui commence un petit peu à reprendre depuis que la hausse des taux est finie. On va dire, on arrive sur une sorte de plateau. On pense que ça peut augmenter encore un peu. Voilà, on anticipe déjà maintenant la baisse parce qu'on a tous envie que ça baisse. Je crois qu'on aimait bien l'argent gratuit finalement. Donc, on a ce phénomène de problème de solvabilité des acquéreurs finaux. Et au milieu, nos opérateurs qui ont besoin toujours de fonds pour faire leurs opérations et nos investisseurs qui regardent ça en se disant OK, il y a de plus en plus de financements qui sont proposés, mais on me dit que l'immobilier est en train de s'effondrer, donc est-ce que c'est vraiment le bon moment d'investir dans l'immobilier? Donc là, naturellement, il y a une sorte de phénomène de retrait. Les investisseurs vont se dire, je vais attendre pour voir, donc je vais récupérer un peu mon argent. Je vais attendre que ça passe et puis on verra dans quelques mois. En fait, les investisseurs ont un comportement qu'on dit procyclique. Ils vont investir quand ça monte, ils vont vendre quand ça baisse. Ce qui fait que ça a tendance un peu à amplifier les cycles aussi. Ouais. Alors que une stratégie d'investisseur un peu professionnel, ce serait de lisser les cycles en disant j'investis un petit peu tout le temps finalement. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut investir dans n'importe quoi non plus. Mais voilà, il y a des opportunités qui peuvent se créer. Donc, les taux, là, pour revenir sur les taux, tu vois, quel a été l'impact sur les taux proposés? Parce que il y a 6 mois, 1 an, si je ne dis pas de bêtises, on trouvait des projets en crowdfunding à 9, 10%, 11%. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on trouve à peu près finalement les mêmes taux proposés. Oui. Alors là, tu évoques on va dire le spread, donc l'écart entre on va dire le taux sans risque et la rémunération qu'on offre à nos investisseurs, qui en fait doit être comprise comme une sorte de prime de risque. Oui. Donc entre l'argent, le taux sans risque et l'investissement qu'on propose, il y a cette prime qui devrait être plus ou moins constante puisqu'elle correspond à un risque qu'on additionne à un taux sans risque. En réalité, le crowdfunding en 2015, quand on proposait les premiers projets, on pouvait avoir des projets à 5, 6, 7, 8%. C'était déjà à 5%, on était 5% au-dessus du taux sans risque qui était à 0. À 8%, on était à 8% au-dessus du taux sans risque, donc c'était assez démentiel. Et maintenant que le taux sans risque il est plutôt à 3, 4, 5, on devrait se dire faudrait que l'argent rapporte 15%, 20% aux investisseurs. Ça, c'est mathématique d'addition. Le souci, c'est que on est passé d'une prime de risque qui est très très généreuse à une prime de risque qui est très bonne. C'est-à-dire que on observait, comme tu le dis, des taux entre 8 et 10 pour faire une fourche, et aujourd'hui on les observe entre 10 et 12. Donc on n'a pas intégré l'augmentation du taux sans risque intégralement dans les taux. En fait, tout simplement parce que derrière, il y a quelqu'un qui paye. Ce quelqu'un, c'est l'opérateur. Et cet opérateur, cet argent lui coûte cher. Et à un moment, ça peut juste tuer le business plan de son opération de marchand de biens, avec un coût du financement qui est très très élevé sur l'intégralité de l'opération, parce que ça peut arriver qu'on finance intégralement les opérations. Ça va amputer sa marge, ce qui fait que nous, on regarde le projet en se disant, en fait, la marge, il y a 2/3 de la marge qui va dans le financement, donc il ne reste pas grand-chose, pour l'opérateur, 2 en marge de sécurité, donc ça marche beaucoup moins bien. En fait, on ne peut pas forcément répercuter à ce jour l'augmentation des taux dans la rémunération des investisseurs. Donc c'est intéressant. Alors, nous, on le voit comme ça, on se dit, ça payait très très bien avant, ça paye bien aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est un peu notre conclusion. Et, justement, je termine pour dire que ce phénomène inflationniste, avant qu'il puisse se répercuter dans l'augmentation des marges, donc l'augmentation de la rémunération des investisseurs, il faudrait que les salaires augmentent, il faudrait que les gens puissent emprunter un peu plus pour acquérir les biens et maintenir en fait les marges des opérateurs. Et ça, il y a un phénomène d'entraînement, et l'inflation ne se répercute pas aujourd'hui tout de suite dans les salaires, parce qu'aujourd'hui, comme l'activité ralentit, les sociétés ont un petit peu moins de cash flow, un petit peu moins de cash, donc elles ne vont pas forcément faire exploser les salaires, quoi. D'autant que, de manière un peu traditionnelle, si les salaires augmentent, ça peut réalimenter l'inflation. Voilà, c'est ça, c'est la boucle inflationniste. Toute la augmente les salaires, donc les gens dépensent plus, donc ça fait de l'inflation. Ouais. C'est un phénomène intéressant. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être développer un peu plus ce qu'est le crowdfunding et l'offre? Voilà, c'est les types d'offres, les opérateurs, les types d'opérateurs qui viennent
qui viennent te voir, et puis les types d'investisseurs de l'autre côté, un peu toute la dynamique du crowdfunding. Nous, donc on fait du crowdfunding immobilier. Il y a l'univers du crowdfunding qui est un peu plus large que juste le secteur immobilier, et c'est là qu'a commencé le concept du crowdfunding. C'est dire on va s'adresser à la foule pour financer des projets. Ces projets, à la base, ça pouvait être tout et n'importe quoi, et ça a plutôt commencé par des on va dire des financements des précommandes de produits. Type qui voulait faire un vélo avec 6 roues, avant de le lancer, il va se confronter à la foule. Oui. Sur des sites comme Kickstarter, en disant moi j'ai un super projet de vélo à 6 roues, si s'il y a suffisamment de gens qui l'achètent, ça veut dire qu'il y a une sorte de validation du marché, donc je vais pouvoir leur demander de le préacheter, et je vais le faire fonctionner. Donc ça concerne quand même une petite partie de l'économie, et en fait on a appliqué ça, le capitalisme va dans un sens, hein. On a appliqué ça à l'immobilier assez bien en se disant les opérateurs immobiliers se financent. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de fonds propres, ils ont besoin de dette bancaire, et nous on arrive à financer les fonds propres, une partie des fonds propres des opérateurs. Et qu'est-ce qui a permis le crowdfunding ? De démocratiser ce financement. Ça veut dire qu'on l'a pas inventé en 2015, ça veut dire que les opérateurs le faisaient déjà avant, avec des fonds qui étaient un peu structurés, avec des privés qui avaient un petit peu d'argent, avec un cercle familial. Et aujourd'hui on l'a en quelque sorte institutionnalisé, parce qu'on a une réglementation qui nous a permis de le faire, une technologie. Alors quand on dit technologie, c'est une plateforme internet, donc on n'est pas state of the art de la technologie, hein. On est une plateforme qui va recueillir des investisseurs qui vont pouvoir payer sur un compte de paiement signé électroniquement. Voilà, on va parler d'ailleurs un peu de tokenisation tout à l'heure. Exactement, super. Et donc on est allé voir ces opérateurs, ces promoteurs et ces marchands de biens qui se finançaient à un moment en leur disant maintenant on peut vous financer nous, et au lieu d'avoir 3-4 investisseurs qui vont mettre 100 000 euros chacun, en fait on peut en trouver des milliers qui vont mettre à partir de 100 euros chacun. Alors qu'est-ce qui a attiré les opérateurs vers les plateformes ? Alors les opérateurs, donc il y a une petite phase d'éducation du marché, parce que l'opérateur à la base, quand il fait une sorte de tour de table avec des gens qui vont mettre 50-100 000 euros chacun, on va dire qu'il va partager la marge. Hein. Il va, là où il gagne 100, il va donner 50 à ses associés, et il va prendre 50 s'il a réparti les fonds propres avec 50-50. Ce qu'on va lui apporter, c'est une sorte d'outil anti-dilution. On va lui dire sur ta marge de 100, ton financement il va te coûter 10 ou 15, il va pas te coûter la moitié. On va faire venir les investisseurs un peu plus tard dans le projet, là où il est un peu plus sécurisé, on y reviendra, hein. Ce qui justifie une rémunération inférieure, et en fait quand on paye du 10, 12, 15% par an à des investisseurs, ça permet de prendre juste une partie de la marge et pas la moitié de la marge. Donc l'opérateur, comme tout bon opérateur, quand tu viens le voir en lui disant moi je vous propose de vous financer à 8, 10, 12%, il va se rouler par terre en disant c'est beaucoup trop cher, parce que c'est son boulot, hein, tout est toujours trop cher, et c'est plutôt un bon signal généralement, parce que quelqu'un qui dit c'est trop cher, c'est quelqu'un qui va dire que tout est trop cher, donc il va maîtriser ses coûts au maximum pour... Qui fait attention aux coûts. Voilà. Ceux qui font all-in en disant qui négocient pas la commission, qui négocient pas les taux, c'est un indicateur on va dire d'accord, un peu anxiogène. C'est intéressant. Il a vraiment besoin d'argent, et on va creuser. Et donc on fait le petit calcul avec lui, on lui explique que ça va moins amputer sa marge qu'une association. Après c'est une question de durée, parce que c'est vrai que si le projet dure beaucoup trop longtemps, il y a un phénomène qui peut se retourner. Et donc bon an mal an, on a commencé à ouvrir des robinets du financement. C'est-à-dire que c'est devenu facile et fluide de trouver de l'argent pour faire ces opérations, et en fait d'externaliser un petit peu le côté tour de table. Là où l'opérateur, s'il réunit 4-5 associés dans sa société avec des gens qui vont mettre des gros montants et qui vont vouloir gagner sur la marge, il faut organiser une vie de l'association, de la société, il faut organiser des assemblées générales. On peut avoir des associés qui sont un petit peu trop engagés, on va dire, dans le projet, qui vont commencer à regarder la couleur de la maquette dans le projet, en se disant mais tu es sûr que ça va se vendre comme ça ? Moi je ne mettrai pas cette peinture. Bon, chacun son métier. Le promoteur, lui, il faire son métier de promotion. Les investisseurs, ils doivent se cantonner au rôle d'investisseur. Donc voilà, ça a permis finalement de fluidifier un peu le marché, et comme je disais, d'ouvrir un peu le robinet de l'accès aux capitaux pour les promoteurs et les marchands de biens. Parce que un opérateur, une fois qu'on a fait le calcul de la rentabilité, où il comprend qu'en fait, sur 100 euros de fonds propres, il va en mettre que 50,
et il ne va pas dire adieu à la moitié de sa marge. Et ça va lui permettre de faire plus de projets, parce qu'admettons qu'il a 50 de fonds propres, il en met 50 dans un projet, 50 dans un deuxième, et il va faire 2 projets au lieu d'un. Donc il va toucher 2 fois des honoraires de gestion, éventuellement des honoraires de commercialisation, et 2 marges, qui ne sont pas amputées de moitié parce qu'il n'y a pas d'associé. Donc c'est vraiment un phénomène multiplicateur. Ouais, ça c'est important de comprendre cette dynamique-là et que ça fluidifie énormément les offres. Ou plus de projets ou des plus gros projets. Et c'est vrai que c'est important pour les opérateurs la guerre en promotion immobilière en marchand de biens, c'est les fonds propres. C'est dire, moi j'ai une mise de départ, cette mise de départ me permet de faire tant de projets. Je suis après limité. Et toi qui connais un peu le monde de l'immobilier, les opportunités, elles n'arrivent pas les unes après les autres gentiment en faisant la queue. Hein. Non, c'est pas... Voilà, ça te tombe dessus généralement et en rafale, en escadron comme dirait l'autre. Tu as une opportunité, tu dis bon génial, j'y vais. Et puis 2 jours plus tard, alors que tu aimerais l'avoir dans 1 an et demi, elle est là, la deuxième opportunité. Et il faut, si tu as mis tous tes capitaux dans la première, tu es obligé de dire adieu à la deuxième. Et donc c'est souvent c'est aussi le travail d'éducation qu'on a fait avec les opérateurs en disant là vous avez votre projet, on peut vous aider à le financer. Et souvent le promoteur dit non mais celle-là j'ai les sous, donc je vais la faire, puis je vais réfléchir un peu plus tard. Et 1 mois après il nous rappelle en disant au fait j'ai une deuxième opération. Voilà, est-ce que vous pouvez me la financer? Et là, on lui dit, vous mettez combien? Il dit, j'ai tout mis dans l'autre. On vous avait dit que ça ne nous arrangeait pas. Parce que l'idée, c'est quand même de partager avec vous le risque. Et si vous ne mettez pas d'argent, on est un peu embêté. Voilà. Donc, ça avait des avantages sur le nombre d'opérations, sur la rentabilité des fonds propres et sur la fluidité du financement. Donc, c'est vrai que ça a bien marché. Le rôle de la banque dans tout ça, parce que là, tu décris le fonctionnement où les promoteurs ou les marchands font des levées privées, on va dire, auprès d'un cercle privé. Les banques interviennent aussi dans le financement à la fois promoteurs, marchands. Voilà. Alors, oui, les banques, on va dire qu'un financement traditionnel, on va faire un 80-20. C'est-à-dire qu'on a 80% de financement bancaire, 20% de fonds propres qui sont amenés par l'opérateur. Et cette fraction de fonds propres, on peut la diviser pour mettre nos investisseurs et les fonds propres de l'opérateur. Donc en fait, on a 3 tranches dans le financement. Hein. On a la banque, on a les investisseurs et on a l'opérateur. Et ça permet d'avoir un coût moyen du financement qui est relativement raisonnable parce que ce qui est très très cher, c'est notre financement qui est à 10-12%, mais qui est sur 5% du chiffre d'affaires. Donc, finalement... Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des tranches et il y a un coût moyen du financement à calculer. C'est ça. En fait. À l'époque, on avait 80% qui coûtait 2, on avait 5% qui coûtait 10, et le reste, c'était le rendement de la marge sur les capitaux propres investis. Donc c'est vrai que parce que une des questions qu'on a eues au début et qu'on a souvent encore, c'est pourquoi diable ces opérateurs s'endettent-ils à 10-12% par an alors qu'ils ont à la banque du 0%? Et donc on en revient à cette démonstration en disant il y a la banque qui coûte pas très cher, mais la banque elle a une exigence de fonds propres qui fait que c'est intense en capital pour les opérateurs. Et donc s'ils arrivent à fractionner un petit peu le capital qu'ils mettent sur les opérations, ils peuvent en faire plus. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est une petite partie qui coûte très cher. D'ailleurs, j'ai toujours été un peu étonné. Il y a peut-être une raison que je ne connais pas, mais que la banque finalement accepte. C'est des quasi-fonds propres. Enfin, c'est de l'argent qui arrive de l'extérieur, mais c'est pas de l'argent directement de la poche de l'opérateur. Voilà. Alors ça pose un certain nombre de sujets. C'est que en termes de garantie, la banque est généralement senior. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, c'est elle qui va toucher de l'argent en premier. Donc et c'est souvent effectivement le sujet de la banque qui voit des capitaux extérieurs arriver en disant attention, ceux-là, ils viennent d'où? Ils peuvent pas être seniors par rapport à moi, donc ils sont forcément juniors. C'est-à-dire que dans tout tas de causes, je prends toutes les garanties, donc je prends l'hypothèque, je prends le PPD, je prends la fiducie, je prends tout, et si jamais il se passe quelque chose, je règne en maître. Voilà. C'est aussi pour ça que l'investissement pour les investisseurs rémunère 10-12%. C'est parce qu'il y a un risque. Ouais. Ok. Justement, si on parle un petit peu des types de garanties, j'ai vu qu'il y avait en fait un panel assez large de garanties avec un vocabulaire très spécifique, comme garantie à première demande, tu as parlé fiducie, voilà, il y en a plusieurs d'autres. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit inventaire assez rapide
des garanties qui sont à la fois prises, enfin surtout les garanties prises par les plateformes et quelle forme de protection ça offre à l'investisseur. Alors pour ça, j'ai besoin de revenir sur le financement pour évoquer le deuxième cas où il y a juste opérateur et investisseur. Parfois, il n'y a pas de banque. Voilà. Okay. Pourquoi il n'y a pas de banque? Parce qu'on en revient à c'est quand même pas cher la banque et c'est quand même pas mal. Et la banque, elle est pas là partout, elle n'est pas là sur tous les sujets. Sur des petits sujets, elle ne va pas venir. On a des opérateurs qui nous disent moi j'ai besoin de 200 000 euros pour faire l'opération. J'ai 50 000 euros, donc il me faut 150 000 euros. Et on leur dit vous êtes allé voir la banque. Ils disent oui, mais la banque, le temps de faire le dossier, le temps qu'ils comprennent le truc pour me prêter 150 000 euros sur un projet de marchand de biens qui va durer 6 mois, en fait, ils ne regardent pas. Donc là, nous, notre contrainte, c'est que la marge doit être suffisamment importante pour encaisser le coût du financement. Donc sur un projet court, ça marche. Si le projet dure trop longtemps, la marge commence à être érodée. Et on a certaines opérations où les opérateurs ont gagné quasiment rien à la fin parce qu'en fait, ça durait trop longtemps. Et ce qui fait que quand on n'a pas de banque, on a naturellement plus de pouvoir pour prendre des garanties. En termes de garantie. Nous amène, aux sûretés. Alors, en termes de sûreté, qu'est-ce qu'on peut prendre? Si on finance un bien immobilier, la sûreté généralement qui vient en tête, c'est l'hypothèque. En disant, on apporte un financement, donc on va structurer une société qui est généralement une ESAS, parce que cette ESAS va émettre un emprunt obligataire auquel les investisseurs vont souscrire, qui va régir la durée, le taux, les conditions de prêt. Et cet emprunt va avoir une contre-garantie qui peut être l'hypothèque. Ça veut dire que en cas de dérapage, en cas de défaut, on va dire, sur la créance, sur l'emprunt obligataire, on va pouvoir se saisir du bien pour le vendre et désintéresser les investisseurs en priorité. Donc l'hypothèque, c'est le premier sujet. Alors, mettre en jeu une hypothèque, ça a des inconvénients, c'est que c'est long. Donc il faut passer au tribunal, donc il faut reconnaître que la créance est tombée, donc elle est due, que la société est en cessation de paiement, donc il va falloir demander à saisir l'hypothèque, ça passe au tribunal, ensuite ça peut être vendu à la bougie, ça peut être donc il y a un déroulé qui va être assez long, donc on a une garantie sur l'actif. Admettons, on a prêté 80, l'actif vaut 100, donc on peut se dire on est large. Mais dans un cas de vente un peu à la casse, c'est pas dit qu'on vende l'actif pour couvrir l'emprunt. Donc il faut vraiment l'avoir en tête en se disant. J'imagine qu'il y a des frais, enfin tout ça évidemment. Oui. Et puis quand on est là, généralement il y a 2-3 frais d'avocat, des frais éventuellement de liquidateur, de vente aux enchères qui peuvent éroder la possibilité de remboursement des investisseurs. Donc l'hypothèque, à défaut, c'est bien parce que l'opérateur ne peut pas vendre sans qu'on le sache. Nous prêteurs. Okay. Donc, c'est un des avantages. Ouais. Et ça c'est très fort parce que on pourrait avoir un opérateur qui n'est pas très diligent, qui nous dit qu'il n'a pas vendu, mais en fait il a vendu et il a récupéré l'argent pour en faire autre chose. Voilà. Et ça c'est un danger qui est lié à la malhonnêteté de l'opérateur. Donc c'est quelqu'un qui peut être honnête au début puis qui peut glisser, ou alors il était malhonnête depuis le début, on l'avait pas vu. Et le fait d'avoir l'hypothèque, ça bloque la possibilité de la vente parce que le notaire va se dire le bien est hypothéqué, donc il me faut l'autorisation de ceux qui détiennent l'hypothèque pour passer la vente. Et généralement, quand on a une hypothèque, le notaire nous demande une main levée et on lui dit ok, on lève l'hypothèque et vous versez l'argent sur ce compte. Et ce compte sur lequel on a la main qui nous permet après de redistribuer la somme aux investisseurs. Donc l'hypothèque, c'est la seule sûreté qui permet ça? Non, la fiducie aussi. La fiducie. Alors, l'hypothèque, donc, c'est sur le bien immobilier, ça le rend inaliénable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre de toute façon, puisqu'il faut l'autorisation d'une personne qui a cette garantie. On va commencer par la sûreté les plus fortes et les plus intéressantes, celles qu'on met les plus en pratique. Donc l'hypothèque. L'hypothèque, ça marche pas sur les projets de promotion. Un projet de promotion, on va prendre une hypothèque sur un terrain. Le projet de promotion va être vendu en VFA. Et généralement, donc on achète le terrain, on a une hypothèque sur le terrain, c'est super. On commence à creuser, on passe les premiers appels de fonds. Et en fait, on doit donner une main levée pour que les acquéreurs des lots puissent devenir propriétaires. Donc en fait, l'hypothèque disparaît à ce moment-là. Sinon, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de VFA. Donc ça protège pendant un moment, mais ça ne protège pas tout le long du process. Donc c'est vrai que attention, parce qu'on a vu des choses passer avec des hypothèques sur des projets de promotion, et on voit des investisseurs très contents en se disant on est protégé, et puis comme le projet va se construire, en fait la valeur de l'hypothèque augmente. En fait non, puisqu'on n'a plus l'hypothèque au bout d'un moment.
Et on peut avoir des mains levées partielles. Donc on a financé des opérations de marchand de biens, d'achat découpe, un opérateur qui achète un immeuble entier, qui va le découper en appartements, les rénover, les revendre. Et là, dès qu'il y a un lot qui est vendu, demande de main levée partielle d'hypothèque, on récupère les fonds et on rembourse les investisseurs partiellement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est très fort, qui a un coût, qui est un pourcentage du montant de l'acquisition, donc du montant de la valeur du bien. Il faut rémunérer un peu le notaire pour rédiger cet acte, et puis il faut payer des taxes. Voilà. Donc ça a un coût qui peut vite être important en dizaines de milliers d'euros sur des actifs importants, quoi. Bah oui, parce que les investisseurs immobiliers, même individuels, le savent, hein, quand on... Voilà, exactement. Quand on est propriétaire et que la banque prend l'hypothèque, il y a des frais. Donc c'est bien, c'est bien. Quand tout se passe bien, c'est très bien. Quand tout se passe mal, c'est bien, mais l'application peut être un peu douloureuse. Et le concept de fiducie, c'est un concept de trust qui vient beaucoup du monde anglo-saxon, qui existe en France depuis des années aussi, mais qui a pas été démocratisé, on va dire. Parce que pour faire une fiducie, il faut un fiduciaire. Et pour avoir un agrément de fiduciaire, il faut être généralement société de gestion, et puis il faut connaître un ou deux avocats qui savent rédiger des contrats de fiducie. Donc jusque-là, la fiducie, c'était on va dire un mécanisme organisé par des sociétés qui avaient les moyens sur des très grosses acquisitions. Mais aujourd'hui, on a des acteurs de la legal tech, qui ont réussi à structurer des contrats qui permettent d'accéder à la fiducie pour le coût, voire un coût inférieur à l'hypothèque. Alors la fiducie, c'est quoi ? Eh ben, cette société qu'on a créée pour porter l'actif, elle est détenue par l'opérateur, indirectement ou directement. Ça peut être sa holding qui la détient, ça peut être lui personnellement. Et ben là, on va dire, la fiducie, on va lui enlever la propriété de la société temporairement, le temps de l'opération. Ça veut dire qu'il peut prendre aucune décision lui-même de vendre, d'endetter la société, de faire des travaux, etc. Enfin, voilà, on modifie les statuts de la société et la société est propriété du fiduciaire. Donc c'est un tiers de confiance qui va détenir la société. Et donc quand l'opérateur souhaite par exemple réendetter la société pour faire des travaux, pour faire l'acquisition d'un autre bien, il peut pas. Il doit demander au fiduciaire. Le fiduciaire nous demande à nous créanciers en disant vous êtes OK pour qu'il réemprunte de l'argent. Et là, on va se dire, en fait, si c'est pas logique par rapport au projet, il n'y a pas de raison de réendetter parce que nous, ça nous met en danger par rapport au remboursement. Il y aura d'autres créances qui sont peut-être prioritaires, donc ça marche pas. Donc on dit non. Et puis, quand il y a des ventes qui passent, c'est pareil. Le notaire doit voir que la société n'est pas détenue par l'opérateur, et donc il doit y avoir un PV d'AG qui est rédigé et signé par le fiduciaire, qui lui encore va nous demander l'autorisation de la vente, et on va lui dire, ok, la vente, on veut bien qu'elle passe, et on veut que l'argent il aille sur ce compte. Donc l'opérateur reste gérant, mais avec des pouvoirs limités, voilà, c'est ça ? Ok. Il s'occupe de l'opérationnel, mais il n'est pas chez lui. Temporairement, le temps qu'on fasse le deal. Et alors, nous, on a comme le coût de la fiducie est comme pas nul, et on peut faire des fiducies rechargeables. C'est-à-dire qu'on a une société qui est en fiducie chez un fiduciaire, et on va pouvoir créer des deals avec des emprunts obligataires les uns après les autres dans la même société, sachant que tout est en silo. Quand il y a une vente d'un actif, ça correspond à le remboursement de tel emprunt, et il n'y a pas de contamination possible. Voilà. Ce qui nous permet de fluidifier un peu les financements. Il n'y a pas de 15 sociétés à créer pour des petits ou des gros financements. Il y a un coût qui est du coup un peu gommé. Et puis, ça nous donne éventuellement d'autres outils. Alors, moi, j'appelle ça l'effet domino, mais je ne sais plus comment l'appelle le structureur, qui nous dit si jamais il y a 5 financements, il y en a un qui tombe, vous pouvez de fait faire tomber tous les financements et demander le remboursement de tous. Donc, prendre la main sur le véhicule et toutes les ventes. Donc, c'est un peu rude parce que on a des opérateurs qui ont plutôt une logique de portefeuille en se disant moi j'ai 10 opérations, globalement ça se passe bien, il y en a une qui passe moins bien, et sur celle-ci je vais pas gagner d'argent, je vais en perdre, mais je vais gagner sur les autres. Donc je vais quand même rembourser ma créance, mais voilà, on fait pas toujours que des bonnes affaires, et c'est la vie. Donc le fait de tout faire tomber pour une opération qui se passe moins bien, ça peut être un peu dur. Et donc voilà, deuxième garantie qui est très très forte, c'est la fiducie qui peut être cumulée avec une hypothèque. Ok. Là, on a tout, on a ceinture bretelle, il peut rien se passer. Il peut rien se passer. L'opérateur est vraiment quasiment muselé, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir vendre l'actif, il va pas pouvoir endetter la société. Enfin, vraiment, on est à peu près tranquille, mais ça protège de ces risques-là en tout cas. Voilà, mais c'est très très fort. Après, voilà, ça n'empêche pas que l'immeuble peut s'effondrer. Il y a d'autres, ça
protège pas de tous les autres risques. Hein. C'est une sûreté, ce n'est pas une assurance ni une garantie. Oui. Faut avoir ça en tête en se disant bon. Ouais, c'est vrai que du coup là, je suis en train de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on se dit. Et je me dis bon, on parle évidemment dans ce genre de sujet beaucoup de thématiques risques possibles parce que c'est le rôle principal d'Upstone, hein, c'est d'estimer, de prendre des garanties justement pour prémunir, réduire la probabilité d'un risque. C'est ça, et c'est limiter le champ d'action ou le champ des possibles d'un opérateur qui pourrait être susceptible de prendre une mauvaise décision à un mauvais moment. Voilà. Donc une fois qu'on lui dit votre boulot ça va être maintenant de gérer les travaux et la commercialisation, il fait plus que ça, et puis au moment où ça se déboucle, l'argent est obligé de revenir vers nous. Hein. Alors, donc là, les deux garanties les plus fortes qui peuvent se cumuler sont celles-ci. Après, je dirais une garantie qui est alors facile à obtenir, mais qui n'est pas forcément super forte, c'est la caution personnelle. La caution personnelle. Oui, alors on la voit très souvent et ça paraît très rassurant. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant parce que c'est quand même un engagement. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelqu'un qui a signé un papier en disant moi, je mets tout ce que j'ai si besoin. Ce qui est quand même fort comme engagement. Et qui est quand même une preuve de bonne foi en disant moi je suis prêt à vendre ma maison s'il faut et ma voiture et tout ce qu'il faut quoi. Donc c'est un engagement fort, mais c'est un engagement qui se donne très facilement et dès l'instant que on pourrait considérer que la caution demandée est démesurée par rapport au patrimoine de l'emprunteur, et c'est une caution qui peut être retoquée. Si le type donne sa caution personnelle pour 15 millions d'euros alors que son patrimoine c'est 500 000 euros, le juge va nous regarder droit dans les yeux en disant mais vous y croyez vous, enfin, c'est pas possible, donc cette caution ne peut pas être appliquée. Après on a vu des opérateurs qui donnent leur caution personnelle à tout le monde. Dans les projets anecdotes, j'ai un opérateur bien connu dans le monde du crowdfunding qui est venu me voir un jour en découvrant le crowdfunding avec moi, donc j'étais ravi. Et puis, en 2-3 clics, j'ai découvert qu'il avait fait déjà des emprunts chez les autres, qu'il avait donné sa caution personnelle aux autres. Et je lui ai dit, mais en fait, ça marche pas, votre truc. Vous venez emprunter de l'argent, vous avez déjà emprunté de l'argent ailleurs, et en plus, vous avez donné votre caution à tout le monde. Donc, en fait, j'ai pas de garantie, j'ai rien. Donc, cette manifestation de bonne volonté a été un peu trop généreuse. Et du coup, distribuer sa caution personnelle à tout le monde, ça tue un peu le concept de la caution perso. Oui, c'est ça. Quelle est sa valeur si tout le monde... C'est ça. Maintenant, en termes de levier juridique, avoir une caution personnelle, ça donne à l'avocat qui va traiter le contentieux des outils supplémentaires pour organiser des saisies. Voilà. Donc, c'est vrai que le résultat n'est pas vraiment forcément garanti ni probant. Pour autant, ça donne quand même des leviers supplémentaires d'aller chercher de la valeur. Voilà. Donc la caution perso, elle se cumule aussi avec tout le reste, avec la fiducie, avec l'hypothèque éventuelle. Et puis on a la GAPD, la garantie à première demande. Voilà, ça c'est un terme que tu as dû voir passer un paquet de fois. Alors la GAPD, c'est ce qu'on appelle une garantie autonome à première demande ou une garantie à première demande. Donc comme on a un véhicule qui porte une opération qui est souvent détenue par un autre véhicule, qui peut être une holding. Généralement, un opérateur, il a une holding, puis il crée des sociétés par projet, parce que ça lui permet d'isoler isoler les opérations et isoler ses financements. Et donc la GAPD, c'est la maison mère qui va dire, OK, en cas de défaillance de la société fille, je me porte garant du remboursement. Voilà. Maintenant, si la société mère n'a rien, il n'y a rien à aller chercher. On peut appuyer sur le bouton, il ne se passera rien. Donc on va mettre en défaut la fille qui paye pas, on va aller chercher la mère qui paye pas non plus, la mère va dire moi j'ai pas les moyens, donc en fait y a pas ça crée pas la solution. Et souvent en fait là où il peut y avoir une petite confusion, c'est que la GAPD elle est prise plutôt techniquement parce que une société qui vient d'être créée, elle peut pas émettre un emprunt obligataire. Généralement il faut qu'elle ait 2 bilans approuvés sous forme de SAS pour émettre un emprunt obligataire. Sauf dans 2 cas. Le premier c'est qu'elle fait un rapport actif-passif. C'est-à-dire qu'il y a un auditeur qui va regarder l'actif et le passif de la société et dire c'est raccord. Donc à la création d'une société, c'est dire il y a 500 euros de capital social, il y a 500 euros sur le compte, ça marche. Au bout d'un an, c'est un peu plus compliqué s'il y a eu du business. Et la deuxième condition, c'est d'avoir une garantie par une autre société. Donc la GAPD permet de s'affranchir de cette contrainte. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que
c'est mis en avant comme étant une garantie, ce qui est en est une, mais comme on vient de l'expliquer, elle n'est pas forcément hyper forte, et elle permet juridiquement de contourner un petit problème une société qui est trop récente ne peut pas émettre un emprunt obligataire. Alors après, si cette société est une foncière, par exemple, et qu'elle a d'autres biens qui sont libres de dette, qu'elle a du cash, ce qui serait étonnant parce que si on en emprunte en dessous, c'est généralement on en recherche, donc on n'a pas forcément beaucoup dessus. Si elle a des biens, des actifs qui sont valorisés, cette GAPD a une valeur. Mais pour ça, il faut comprendre quelle est la valeur des actifs de la société du dessus, net de dette, quoi. Donc voilà. Donc la GAPD qui se cumule encore une fois avec tout le reste, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a les nantissements des comptes courants, ça veut dire que la société fille va pas pouvoir remonter de l'argent à la mère sans demander l'autorisation. On a les nantissements de parts des sociétés éventuellement, ce qui les rend invendables. Oui. Mais bon, ça, ne pas pouvoir vendre la société, ce qu'il faut, c'est vendre l'actif qu'il y a dedans pour dégager des liquidités. Ce serait étonnant que la société soit vendue. Bon, donc c'est bon. Après, vaut mieux en avoir plus que pas assez généralement. Et si on a toute une liste de garanties, on a en cas de contentieux un avocat qui va pouvoir piocher dans tout ça, mettre en œuvre plein de choses et aller de l'avant. Mais je dirais que si on avait deux à retenir, ce serait l'hypothèque et la fiducie. Ok. Intéressant. Et la caution perso qui est pas forcément difficile à donner, mais sur laquelle il faut quand même avoir beaucoup de recul en se disant quelle est la valeur du patrimoine de type et est-ce qu'il a donné à plein d'opérateurs, est-ce qu'il y a de la lisibilité. S'il y a une banque quelque part dans son patrimoine, sa banque a sa caution personnelle comme on l'a compris, la banque elle passe toujours avant, donc c'est elle la plus forte. Ouais. Donc c'est ce qui mène à un sujet aussi que je voulais aborder avec toi sur justement comment est-ce qu'on choisit une plateforme de crowdfunding, parce que alors évidemment on est là pour parler d'Upstone et tu vois peut-être des éléments distinctifs, parce que tu vois, je fais le lien avec ce que tu viens de dire sur les garanties. Si la plateforme par exemple ne va pas creuser le fait que la caution personnelle ait été distribuée de partout, ça peut donner un peu l'impression effectivement d'être très sécurisé, alors qu'en réalité, c'est un peu relatif. Il est vrai, et c'est aussi, il faut le souligner, que c'est des types de projets de financement qui... Alors maintenant, c'est un petit peu en train de changer avec le contexte qui a changé assez vite, mais jusqu'à l'année dernière, il y a 2 ans, il n'y avait quasiment pas de problème ou d'échec ou de nécessité de mettre en œuvre ces garanties. Là-dessus, tu pourras, je pense, beaucoup mieux développer que moi, mais de ma vision, c'est ce que je voyais. Là, on commence à voir des délais qui s'allongent et des projets, effectivement, qui sont un peu en difficulté. Et j'imagine qu'il va y avoir, ou qu'il y a, de plus en plus de questions autour de ces garanties, parce qu'elles sont, du coup, utilisées. Oui, tout à fait. Mais voilà, comment... Alors, du coup, la question, c'est comment choisir une plateforme. Je dirais déjà, faut pas en choisir forcément qu'une, parce que l'idée, c'est quand même de se diversifier. L'idée, c'est de se diversifier. Et alors, justement, tout ce recul qu'on a maintenant par rapport au risque qui peut s'avérer, c'est d'expliquer aux investisseurs que c'est assez dur d'éviter le risque, finalement. Il faut avoir une logique de portefeuille où on se dit, moi j'ai 10 000 euros à mettre dans le crowdfunding, faut que j'ai un maximum d'opérations. Parce que je vais maximiser les chances d'avoir un PET dans mes opérations, mais ce drame va concerner qu'une petite partie de mon portefeuille. Alors que si je ne me diversifie pas assez, ou j'évite le risque, et tant mieux, ou je l'ai, mais il représente une grosse partie de mon portefeuille, et du coup ma performance peut être dégradée, voire nulle. Donc l'idée, c'est de se dire, je peux aller voir plusieurs plateformes. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est ma poche que je vais investir en immobilier. Si c'est 1 000 euros, je ne vais pas aller vers les plateformes qui sont à 1 000 euros d'accès. Parce que sinon, je vais faire une opération, je vais attendre qu'elle se déboucle, et si elle se déboucle avec du temps, si elle se déboucle mal, je suis à risque. Donc il faut plutôt aller sur les plateformes qui sont à 100 euros, donc comme Upstone évidemment. Il y a des plateformes qui proposent des investissements à 1 euro aussi, donc là ça permet d'avoir une très très grande diversification. Et après, faut gérer un peu son portefeuille et se donner des critères en se disant moi, est-ce que j'ai envie d'investir ? Il peut y avoir des critères qualitatifs et des critères quantitatifs. On peut se dire, moi, je préfère investir en région parisienne parce que j'aime bien ça, ou alors je vais aller dans la région bordelaise parce que j'estime qu'elle est dynamique. Je vais faire du marchand de biens et pas de promotion, ou l'inverse. Donc, faut se faire sa petite grille de lecture. Il faut pas
céder aux sirènes de l'urgence. Il faut se dire, voilà, il faut que je définisse un petit peu ma stratégie d'investissement, que je commence à la déployer, que je prenne le temps de la déployer, que je comprenne comment ça marche. Le meilleur moyen de comprendre comment ça marche, c'est d'investir. Moi, mes élèves, je leur dis toujours, je suis pas boursicoteur, mais je leur dis, franchement, la meilleure façon de comprendre les marchés financiers, c'est d'acheter quelques actions et de comprendre comment ça marche. Parce que on va voir que ça monte, on va voir que ça baisse, on va se poser des questions, on va essayer de comprendre pourquoi. Bon, à la fin, on n'y comprend pas grand-chose, mais au moins, on s'est cultivé sur plein de choses. On a lu des notes d'économistes et on essaie d'avoir un peu de regard sur la macroéco. Donc l'idée, c'est d'investir et donc de se faire un peu sa politique d'investissement. Voilà. C'est des petites opérations, des grosses opérations. Une sorte de money management, en fait. Donc, on divise son... Voilà. Pour être un peu transparent, les investisseurs ont généralement un prisme qui est la rémunération. C'est-à-dire que clairement, c'est ça qui attire. Ils vont voir le taux qui est le plus important et ont tendance à se concentrer sur cette information, pas forcément sur le reste. Il y a quelques indicateurs à regarder. C'est le taux de rémunération, c'est une finalité d'un risque et d'une prime d'attractivité. Alors le risque, ça va être une opération qui est peut-être pas bien sécurisée en termes de commercialisation, qui va faire augmenter le risque, qui est pas forcément très bien située, donc qui va mettre en jeu la commercialisation, donc qui va augmenter le risque. Et puis nous, parfois, il y a des opérations qui sont 100% commercialisées, qui vont être dans le haut de la fourchette du rendement. Et on a expliqué que l'opérateur, il a besoin d'argent vite. Et pour ça, il paye un peu plus. Donc il est prêt à payer un peu plus, donc 10-12% par an, parce que son opération, c'est demain, et il préfère avoir une grosse partie de la marge que 0% de la marge et pas faire l'opération. Donc il y a, je dirais, se définir des critères de localisation, des critères de taille d'opération, en se disant... Voilà, des gros projets de 100 logements, déjà, il n'y a pas beaucoup, généralement en crowdfunding, mais admettons, ça j'en veux pas. Nous, ce qui nous a surpris parfois, c'est d'avoir des retours d'investisseurs qui nous disent « Cette ville, je veux pas y aller. Moi, je connais un peu, ça me plaît pas, ça craint, c'est mal famé. » Ou alors, il peut y avoir des aspects politiques qui plaisent pas aussi, mais on a des critères et puis on a financé une opération à Honfleur. Honfleur, c'est plutôt une ville qui généralement est bien vue, c'est une petite ville charmante, et des gens qui connaissent, qui disent Honfleur, ouais, moi j'y vais, mais regardez quand même où c'est, quelle est l'opération. Et d'autres qui disent Honfleur, moi je connais, j'y vais. D'autres qui disent je connais pas, mais la ville a l'air chouette. Donc il y a du rationnel et de l'irrationnel. Et donc il faut essayer de faire un peu son chemin en se disant déjà trouver mes critères d'investissement, trouver les plateformes qui proposent ces investissements et à mon seuil d'acceptabilité d'investissement. Et puis après, il faut se faire son cycle d'investissement et puis comprendre un peu comment ça se passe. Et c'est vraiment quand on va mettre de l'argent dans une opération, on va se dire ok, je vais la suivre, je vais comprendre ce qui se passe, comment c'est commercialisé, auprès de qui, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer, dans quel cycle on se situe. Et donc se forger un petit peu cette culture d'investissement. Donc après, comment choisir une plateforme, je dirais déjà en choisir plusieurs. Ça c'est pas une erreur. Ça peut complexifier un petit peu le suivi. On va recevoir des emails à droite à gauche, mais si on est sur 15 plateformes, c'est sûr. Nous, on a des investisseurs qui sont connus sur la twittosphère et dans le monde des réseaux sociaux. Ils sont partout. Ils sont partout, ils mettent un billet de 50 ou de 100 sur tout ce qui bouge. Et ils disent, moi j'ai 500, 600 investissements. Et, donc tout le monde leur dit, mais comment vous faites pour suivre ? Et généralement, ils suivent ça de loin, mais ils se disent, dans ce cas-là, tu ne suis pas, mais... Ouais. J'ai une logique macro, ouais. C'est vrai non, mais de toute façon, sur ce type d'investissement, c'est un investissement sur lequel, en tant qu'investisseur, on n'a pas beaucoup de mainmise et qui ne requiert pas de suivi particulier. C'est ça. Si ce n'est pour savoir si c'est dans les temps ou pas. C'est un peu comme les SCPI, on est investisseur passif. On met de l'argent dans un produit, c'est un produit financier, donc on confie de l'argent à une société pour qu'elle en fasse bon usage et qu'elle nous rembourse après, et on n'est pas impliqué opérationnellement. On ne va pas choisir la couleur de la moquette, le parpaing, le parpaing col, le parpaing plein. C'est l'avantage. Voilà, donc c'est ça, ça permet d'avoir de la distance. Donc ça c'est bien.
Ouais, non, je sais. Et puis, donc, enfin, moi, j'ai commencé à investir je pense, en 2017 ou 18 sur ce type de plateforme. Et je sais qu'au bout d'1 ou 2 ans, mon comptable, quand on avait fait le bilan de la holding et tout ça, il me disait, mais c'est intéressant, le crowdfunding. Mais vous voyez que ça. comme tu disais tout à l'heure, hein, on est arrivé sur une fin de cycle, enfin, sur une partie de fin de hausse du cycle où tout se passait bien. Les bons, les mauvais, les moyens, voilà, les opérations sortaient et ça rapportait de l'argent aux investisseurs avec des primes de risque qui étaient très très intéressantes. Et aujourd'hui, on voit les premières difficultés arriver, effectivement. Et ces sujets, on pouvait naturellement se dire que statistiquement, on ne pouvait pas y échapper. C'est quand on propose des rentabilités qui sont à 8% au-dessus du taux sans risque, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Et quand les risques se manifestent, voilà, faut comprendre ce qui va se passer. Donc, je pense qu'on en parlera un moment, hein, mais c'est vrai que c'est là où ça se complexifie un petit peu, quoi. Est-ce qu'il y a, en termes d'indicateurs ou de pratiques, alors voilà, l'idée c'est pas de critiquer les autres plateformes parce que c'est pas du tout l'intention, mais tu vois, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut regarder pour s'assurer de moi, ce que j'essaie de voir toujours, et c'est pas toujours facile à voir, c'est la qualité de l'analyse qui a été faite à la fois de l'opérateur et de l'opération. Des fois, on a de l'info, des fois, on a très peu d'infos. Alors, des fois, il y a des bruits de couloir aussi sur certaines plateformes, sur ce qui se passe en back-office. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est quoi des signaux qui peuvent, on va dire, plutôt attester de la qualité de ce qui a été fait? Oui, c'est vrai qu'il y a une disponibilité de l'information qui va être très différente d'une plateforme à l'autre. Le souci étant qu'avec trop d'informations, on est face à des investisseurs qui vont plus regarder l'information. Donc il faut essayer de la donner, qu'elle soit accessible, et de la condenser pour donner des bons indicateurs. Mais sinon, c'est le biais de j'ai 200 références de yaourt devant moi, j'ai pas une heure à passer, donc je vais prendre le premier qui vient. Voilà. Puis il y a des questions aussi de confidentialité par rapport aux certaines opérations aussi. Et l'opérateur, ça c'est pas toujours évident de. Voilà. Donc avoir accès à beaucoup d'informations, c'est bien, mais on n'est pas forcément sachant au début, donc c'est difficile de faire le tri. Après, avec quelques indicateurs qui vont être on va dire le niveau d'implication de l'opérateur, les fonds propres, la commercialisation, un peu d'emplacement quand même, on va réussir à faire une grille de lecture assez rapide parce que c'est des opérations qui sont dupliquées après, que ce soit du marchand de biens ou de la promotion. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, ça marche à peu près partout pareil. La promotion en Ile-de-France va être un petit peu différente en termes de commercialisation que la promotion en Rhône-Alpes et dans la région lyonnaise, mais finalement c'est un projet, on achète un terrain, on vend, on doit construire et continuer à vendre pour récupérer la marge. Avoir quand même les éléments nécessaires à un minimum d'analyse. Certains on nous demande souvent les comptes des sociétés. Ça c'est assez on comprend, mais quand on fait un véhicule dédié à une opération, les comptes ils sont vides. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Après, quand on a des sociétés holding qui sont structurées avec plein de SPV, on peut mettre à disposition les comptes de la société qui sont généralement au 31-12 et donc si on est en septembre, il s'est déjà passé pas mal de choses, donc c'est plus représentatif. Et en plus, lire des comptes de promoteurs, c'est une tannée. C'est-à-dire qu'il y a du stock, il y a du flux, il y a de la VFA, il y a des horaires encaissés. Enfin, voilà, faut vraiment être faut être expert comptable sur la promotion immobilière pour avoir une lecture à peu près saine. Donc c'est compliqué. Après, les garanties, j'allais dire, c'est important de regarder ce sujet en se disant et en se disant que c'est pas très discriminant aujourd'hui parce que la fiducie tend à se normaliser à peu près sur tout le secteur. Donc on a beaucoup d'opérations avec une fiducie derrière ou une hypothèque et une fiducie. Faire un peu attention à l'addition de garanties en disant c'est pas parce qu'il y a 20 garanties que l'opération est moins risquée qu'une autre. Je dirais il vaut mieux un bon projet avec des mauvaises garanties que l'inverse. Et c'est vrai parfois on voit des dialogues entre investisseurs qui se disent bon, le projet est pas ouf, mais là il y a une top garantie donc j'y vais. Et on a plutôt envie de dire en fait il faudrait que le projet soit bon parce que c'est ça les fondamentaux. C'est la base. C'est la base. Faut pas oublier la base. Ouais. C'est ça. C'est le projet. C'est quand même faut quand même que le projet soit bon. Si en plus il y a des bonnes garanties, c'est top. Mais si le projet est pas bon à la base, c'est qu'il faut pas y aller, quoi. Donc voilà, donc un bon projet, parce que du coup ça veut quand même dire que en tant qu'investisseur, faut quand même un peu développer son œil d'analyste pour quand même
faire une deuxième passe. Alors l'avantage, c'est que la plateforme va faire 90%, enfin faire une analyse complète même, mais et que en tant qu'investisseur, faut quand même juste se poser la question de c'est quoi l'opération au final, est-ce qu'elle me paraît intéressante? C'est-à-dire que nous, si on prend une opération de marchand de biens, par exemple, un type qui va nous dire, moi j'achète un immeuble, je le revends, enfin je le rénove, je le découpe. On va se dire, ok, combien il achète au mètre carré? Donc généralement dans le bilan, on va mettre l'opération en coût d'achat, voilà, et le ratio au mètre carré. On va se dire, bon, déjà, est-ce que c'est par rapport au marché, c'est où? Est-ce que c'est vraiment en dessous? Est-ce que c'est quasiment dans le marché? Il faut que ce soit évidemment bien en dessous parce qu'il va y avoir des frais, notamment de la rénovation, des intérêts à payer. Donc le prix d'entrée doit être bien en dessous du marché. Le prix de vente doit être, si possible, au plus proche du marché. C'est mieux si c'est en dessous. Mais encore une fois, voilà, quand on repositionne un produit, il peut être au-dessus on va dire, passer en haut de gamme, donc ça va être un peu au-dessus du marché. Mais là, on va se confronter à la liquidité, peut-être qu'il y aura moins d'acquéreurs. Donc c'est ces critères un peu, je dirais qu'ils sont que tout le monde a un peu au fond de soi quand même, de se dire quel est le prix au mètre carré. C'est un indicateur qu'on connaît bien, sur lequel on peut trouver pas mal de références. Nous, on fait nos recherches aussi sur des bases sur lesquelles tout le monde a accès. On va regarder DVF, on va regarder meilleurs agents, on va regarder tous ces indicateurs-là. Les travaux. Le coût des travaux, quand quelqu'un nous dit moi je rénove tout de fond en comble pour 200 € le mètre carré, on dit ça marchera pas. On en a eu, j'en ai encore eu un récemment. Il me dit moi je rénove là, il me montre des photos de l'actif, il dit 700 € le mètre carré, le truc était à désosser complètement. Enfin, et on dit bon, admettons 700 €, mais comment vous faites pour 700 € de TTC pour tout refaire? Il dit, oui, alors j'ai une entreprise que je connais bien et comme je les connais bien, je leur donne tout plein de dossiers. Comme je leur donne tout plein de dossiers, ils me font des prix. Je dis mais je pense qu'ils sont en dessous de leur seuil de rentabilité à ce prix-là. Donc nous, si on veut continuer, on va se dire on va passer le prix à 1005, 1008. On va voir comment ça se comporte s'il y a encore de la marge, si ça positionne l'actif sur un prix qui est encore un prix de marché. Et si ça marche, on peut considérer le dossier, mais on sait, enfin. Voilà, on a des ordres de grandeur qui font qu'on prend le dossier ou non, quoi. Donc c'est cette analyse de bilan qui est très facile à faire. On se rend compte si l'opérateur est réaliste. J'ai encore d'autres opérations, un projet de promotion qui datait un peu, donc c'était avant cette inflation sur les coûts de construction. On était à 900 € le mètre carré de construction neuf avec 3 étages d'infrastructure. Donc il y avait 3 étages de parking creusés et ça coûte très très cher parce que c'est du béton armé, c'est des renforts, c'est du terrassement. Et donc je vois le projet, je lui dis mais il y a 3 millions de marge, ok, 900 € le mètre carré, je comprends pas. Ou est-ce qu'il n'y a pas une ligne infrastructure avec le sujet de l'infrastructure? Non, mais j'ai demandé à mon architecte, c'était ce prix-là. Bon, et en fait, voilà, c'est un type qui voulait faire son opération sur sa maison, qui n'était pas du tout promoteur, quoi. Donc on apprend à les filtrer aussi ces gens avec le temps, dire bon, il y a les wannabes, ceux qui ont déjà un peu d'expérience, justement, si on parle un peu des dossiers, déjà, c'est quoi un bon dossier pour une plateforme? C'est quoi le profil de la personne, le type de projet, qu'est-ce que c'est qu'un bon dossier? Alors un bon dossier, il faut qu'il ait une bonne marge déjà financièrement, ça rassure tout le monde quand on a 30% de marge après tous les coûts. C'est-à-dire que c'est bien acheté et que c'est vendu en mettant sur le prix du marché, ça marche et on peut le décoter de 10%, on gagne encore de l'argent, ça assure de la liquidité, on est bien. Voilà. Bon, déjà c'est un prêt, enfin c'est 30%, c'est considéré comme autant dire que c'est des choses qu'on a vues, qu'on voit rarement maintenant, mais admettons le projet idéal c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien son secteur, qui a déjà fait des opérations dans ce coin-là, donc qui connaît les commercialisateurs, qui éventuellement maîtrise ses travaux, qui en a déjà fait, et qui met aussi un peu d'argent dans le business. Voilà. Donc si on se place de l'autre côté, l'opérateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut mettre le moins d'argent possible dans une opération pour être le moins impliqué, dépenser le moins possible et gagner le plus possible. Donc nous après, il faut qu'on place le curseur aussi en lui disant... Bien sûr. Voilà. Et donc, on a eu des exemples d'opérations, de gens qui nous proposent des opérations dans le sud de la France. On leur dit, bon super, la ville est sympa, elle est réputée, petite notoriété, l'actif a l'air pas trop mal acheté. Et là, on creuse en disant, mais... qu'est-ce que vous avez fait dans le coin? Il dit, moi j'habite en région parisienne. Je dis,
Et donc, ça pose un problème géographique, c'est-à-dire que vous avez peut-être passé 2-3 semaines en vacances dans votre vie dans cet endroit que tout le monde trouve charmant. Pour autant, vous le connaissez pas. Vous connaissez pas les entrepreneurs. Pour suivre le chantier, il va falloir y aller. Oui, mais j'ai quelqu'un sur place. Là, on dit bon, on commence à avoir des clignotants rouges qui nous disent bon, ça marche pas, quoi. Et pour revenir sur l'exemple des fonds propres, on a ce même opérateur qui faisait des travaux à 700 € le mètre carré. On lui dit bon, sur votre balance, on a vu qu'il y avait 40 000 € de fonds propres. Mais quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte qu'en fait, ça correspondait à la quote-part d'intérêt qui était payée à la fin du projet. Donc vous avez les 40 000 € ou pas? Et donc là, il tourne un peu en rond en disant oui, donc j'ai une poche que je réserve pour payer les intérêts qui correspondent à mes fonds propres. Non, mais les fonds propres, c'est de l'argent en fait qu'on met sur un compte. C'est de l'argent qui est disponible dès le début. Parce que si on considère que les intérêts qui sont payés à la fin sont du fonds propre au début, en fait, c'est pas de l'argent qu'on met dans l'opération, donc c'est pas du fonds propre. Donc, si vous avez ces 40 000 €, vous les mettez, on peut vous suivre. Et si vous les avez pas, ça nous embête, quoi. Bon, résultat, il est allé sur une autre plateforme. Ouais, d'accord. Voilà. Et c'est vrai que il y a pas, il y a un sujet de compétitivité, d'attractivité entre les plateformes. Hein. Nous, il y a un dossier qu'on peut refuser. Parce qu'il ne rentre pas dans nos critères, et on peut le voir apparaître sur une autre plateforme qui est moi, j'ai pas envie d'avoir une vision négative, mais qui va regarder l'opération, on va dire différemment, et qui va peut-être trouver un axe où ils peuvent le présenter, ou alors simplement se dire le deal est pas si mauvais que ça, et nous on tente le coup, quoi. Mais ça, voilà, et il y a probablement des opérations que nous on a acceptées, que des gens ont refusées. Hein, donc je ne jette pas la pierre. J'ai vu une très grosse opération pour un financement de 8 millions d'euros à Marseille. Voilà, en faisant 2-3 recherches, on peut la retrouver. Pour moi, ça tournait pas rond, mais vraiment pas. C'est-à-dire que j'avais une garantie qui couvrait pas du tout le montant levé, un business plan qui tournait pas, un projet de promotion qui avait plus de sous. Enfin, ça marchait pas. Donc très rapidement, je leur ai dit en fait, je peux pas. Je l'ai vu passer chez un confrère et je me suis dit ils ont peut-être trouvé le moyen d'avoir des garanties qui permettent de contre-garantir le projet avec la holding, la mère, je sais pas. Bon, le projet aujourd'hui est en très grande difficulté. Voilà. Ouais. Mais bon, je jette pas la pierre parce que aujourd'hui, on affiche tous des taux de défaut à 0%, qui une sorte d'illusion, puisque on a tous des dossiers qui sont compliqués, difficiles, qui sont en contentieux. Et en retard. En retard. Ouais. Alors, à la limite, le retard, c'est la première phase, et un retard peut se solder sans problème par un remboursement. Hein. Mais quand on rentre en contentieux, là, c'est que ça peut devenir compliqué. Et le contentieux, c'est long. On a des dossiers sur lesquels on est rentré en contentieux parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de solution. On tend la main à l'opérateur, il ne la prend pas. On cherche des solutions, et on n'a plus que le contentieux pour aller récupérer ce qu'on peut récupérer. Et là, c'est des procédures avec des avocats, des saisies conservatoires, des cessations de paiement, des audiences qui sont reportées, des trêves estivales. On ne prend plus que les urgences au tribunal. Et donc, c'est long. Et c'est vrai que on donne ces informations aux investisseurs en disant là, on est dans une phase de contentieux. Et les premières réponses qu'on a, c'est OK, quand est-ce que je récupère mon argent? Et là, on dit, malheureusement, là, on est rentré dans un cycle qui va être un peu long. Donc, on peut pas vous donner de calendrier parce que déjà, notre avocat n'est pas capable de le donner. Et ensuite, voilà, c'est un temps de justice qui est long. Donc, on leur dit, a priori, vous n'avez jamais eu affaire à la justice, donc tant mieux. Mais la justice, c'est long. Voilà. Donc, j'imagine qu'il y a tous ceux qui mentent tout simplement sur leurs compétences, leur passé ou plein de choses. Oui, et puis on peut avoir un type qui nous dit c'est ma première opération. Ouais. Voilà, ça, j'en vois passer sur certaines plateformes. Oui, mais et là encore, on se dit pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est une forme de risque. Ouais. Alors après, faut aussi parfois donner sa chance au destin. Faut maîtriser le destin un petit peu, si on peut. Mais quelqu'un qui vient nous dire c'est ma première opération, on va dire alors d'où vous sortez, quoi, parce que est-ce que vous inventez une vie, est-ce que voilà, vous avez tout plaqué pour devenir marchand de biens. Et en fait, l'opération peut être bonne avec
peu de risques opérationnels, on va dire. Il n'y a pas énormément de travaux. On va essayer de comprendre si la personne, elle est 100% sur l'opération, ou si elle continue à avoir son travail, plus d'autres activités, et puis partir en vacances et gérer ça de loin. Donc si elle peut être très impliquée, elle peut être aussi impliquée financièrement, ce qui est quand même une preuve d'engagement. Donc là, on va lui dire, le cas d'école, c'est je me lance dans le business, j'ai 19 ans, j'ai 5 000 euros sur un compte, mais j'ai une super opération de division, construction, dans un endroit que je ne connais pas. Bon, là, autant dire qu'on laisse de côté, mais voilà, quelqu'un qui nous dit, j'ai cette première opération, j'ai réussi à la commercialiser, j'ai fait le travail. Voilà, on peut l'accompagner. Le taux sera forcément un petit peu plus élevé. On lui expliquera, faut rémunérer les investisseurs parce qu'il y a un risque humain. Vous n'avez pas toute l'expérience requise. Vous ferez des erreurs et c'est normal, vous allez apprendre. Parce que si on ne se lance pas un moment, on ne fait pas d'erreur. Et donc voilà, ça peut arriver, mais c'est vrai que naturellement, on va préférer quelqu'un qui connaît bien son endroit, qui a déjà fait des opérations, qui en a fait plusieurs. Et comme je disais tout à l'heure, on a un opérateur qui a une logique de portefeuille. On a fait, une vingtaine d'opérations avec lui. Il y en a 14 qui sont débouclées intégralement. Il y en a 2 qui patinent. On va voir le bout. On n'a aucun doute là-dessus. De son aveu, il ne va pas gagner d'argent dessus, voire il va peut-être même mettre un peu au pot. Mais comme il a gagné sur les 14 autres, il considère que c'est fair and square. Donc ça marche comme ça. Et donc voilà. Après, il y a des opérations qui peuvent être techniquement hyper simples, d'autres hyper compliquées. On a eu la meilleure opération, on va dire, que c'est celle qui était vraiment la plus chouette en termes de durée. C'est une opération qui a duré 1 jour, où on a un opérateur qui achetait le matin, qui vendait l'après-midi. Donc ça, c'était un savoir-faire. Il a bien préparé son opération pour être sûr que les actes d'acquisition soient concomitants aux actes de vente l'après-midi. Mais il y a quand même besoin d'acheter, donc il y a besoin des fonds. Et là, une fois qu'on a toutes les promesses, on a que tout est en ordre, que l'argent est déjà arrivé chez le notaire, on est tranquille. Par contre, on va le dire, il va falloir trouver un moyen de rémunérer les investisseurs, parce qu'un jour d'intérêt, ça parce que ça m'intéressait personne, quoi. Ça, c'est un point un peu technique, mais c'est vrai qu'on l'a pas mentionné. Mais donc au départ, l'opérateur demande une certaine somme sur une certaine durée. La rémunération est en fonction de la durée, et donc s'il emprunte, il rembourse avant, la rémunération sera d'autant plus. Alors en pourcentage, il reste la même, mais en montant, elle peut être plus faible, puisque s'il rembourse au bout de 6 mois au lieu d'1 an, et inversement, si ça rembourse plus tard. Je dirais 2 choses sur les intérêts. C'est qu'effectivement, c'est au prorata temporis. Donc une opération qui dure 6 mois, c'est 6 mois d'intérêt. Donc si on prend une opération à 12% par an, ça fait 1% par mois globalement. 6 mois, c'est 6%. Et on a eu des déçus. On a eu des gens qui me disent je ne comprends pas, c'était 12%. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu 12 euros sur mes 100 euros investis. Donc on leur dit en fait, pardon, mais en fait c'est au prorata. Donc si ça avait duré plus longtemps, vous auriez eu plus, mais là c'est plus court, donc c'est moins. Et 2 choses, c'est les intérêts capitalisés. On a une formule d'intérêt capitalisé. Donc les intérêts capitalisés, c'est les intérêts qui au bout d'1 an produisent des intérêts. Donc je mets 100. Virtuellement, au bout d'1 an, j'ai 112 parce que j'ai mes 12 points d'intérêt. Et la deuxième année, mon capital qui travaille, c'est 112. Donc mes intérêts vont faire des intérêts. Voilà. Intéressant ça. Sur les opérations longues. Oui, sur les opérations longues, du coup, ça fait des intérêts sur les intérêts, donc ça fait un TRI qui est sympa. Et à contrario, si l'opération dure moins d'1 an, c'est légèrement défavorable. Ce qui est pas forcément intuitif, c'est-à-dire que si on prend 12%, si ça dure 6 mois, nos investisseurs vont faire un calcul simple, ils vont dire ça fait 6 mois, donc c'est une demi-année, donc c'est 12% divisé par 2, ça fait 6%. Et en fait, les intérêts capitalisés, c'est une formule avec 1 plus 12% puissance 1,5, et ça fait 5,90%. Donc c'est un peu moins de 6, ce qui fait que quand on envoie le compte rendu aux investisseurs en disant vous avez congratulations, vous avez touché tant d'intérêts, on a des réponses de en fait je trouve pas le même calcul que vous, donc donnez-moi la différence. Et là, on leur dit, en fait, dans le contrat d'émission obligataire, c'est cette formule qui est avantageuse, il est vrai, au-delà d'1 an, et légèrement pénalisante sur les durées plus courtes. Mais on a harmonisé pour avoir qu'une formule. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que cette notion d'intérêt de prorata temporis, parfois on a des taux très très forts, mais sur des durées très très courtes, parce que faut quand même que tout le monde puisse gagner un petit peu, mais on sait que ça va pas être très long. Tu vois, ce deal sur 1 jour, si on rémunérait 12% par an sur 1 jour, ça faisait quelques centimes à la fin, c'était pas intéressant. Donc là, on met 3 mois d'intérêt minimum. En fait, on prend le problème à l'envers. On dit quelle est la marge de l'opération, qu'est-ce qu'on peut attribuer au financement, et donc se dire ça fait 3 mois d'intérêt, par exemple. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des risques
de cavalerie. Tu sais, dans la banque, c'est connu, ils font attention à ça. Donc, Alors, expliquez peut-être ce que c'est la cavalerie avant et est-ce que ça existe dans le milieu du crowdfunding? La cavalerie, alors le terme noble de la cavalerie, c'est rouler sa dette. Voilà. Rouler sa dette. Oui, c'est vrai. Oui, quand c'est une entreprise qui le fait, ça va. Mais en vrai, quand on est dans une logique foncière, qui est une logique pas forcément intuitive, mais une foncière, en fait, elle va avoir un montant de dette qu'elle va refinancer. Donc elle va rouler sa dette, c'est-à-dire qu'elle va maintenir son effet de levier constant à 40-50%. Et quand la maturité approche, elle va avoir une autre banque, elle relève la dette pour rembourser l'autre banque. Et du coup, elle maintient un effet de levier constant. Donc ça, c'est rouler sa dette. Et la cavalerie, ce serait un peu la même chose, mais c'est un peu plus sous format de fuite en avant. C'est-à-dire que j'ai des créanciers, je dois les rembourser, donc je vais trouver un autre créancier. Je vais pas forcément tout lui dire. D'ailleurs, moi je lui en dis, mais je me porte. Je vais lui emprunter de l'argent et je vais rembourser les autres. Comme ça me donne du temps. Mais en fait, le temps sur une opération de marchand de biens de promotion, c'est pas forcément ton allié. Il faut que l'opération elle sorte, il faut que l'opération dans un délai requis, parce que ton financement, plus il dure, plus il coûte et moins ça fait de marge. Donc oui, alors on peut l'observer sur les plateformes. Généralement, c'est vu assez vite. Et c'est là, alors cette phrase qu'on a beaucoup utilisée à un moment qui dit « la foule est plus intelligente que les experts », elle prend tout son sens parce que aujourd'hui le crowdfunding, ça commence à être un peu connu. Il y a des gens qui se parlent sur Internet et qui ont des forums et qui vont dire attention, lui, il a levé là sur tel projet. C'est marrant parce qu'il relève là sur la même thématique. Et donc, c'est une sorte de lanceur d'alerte finalement. Et après, ça fait tache d'huile. Peut-être que la plateforme après peut se rendre compte qu'elle a fait une erreur en prêtant cette personne, donc à annuler le contrat. Et puis, ça peut passer. Ça peut passer, ça peut être très bien dissimulé. C'est là où nous, on n'aime pas trop généralement avoir des clients qui sont multiplateformes. Ça renforce en fait l'analyse. C'est un des indicateurs qui peut. On n'en veut pas. Hein. Si c'est des clients qui ont une très grosse surface d'activité, avoir plusieurs banquiers, ça choque personne. Par contre, avoir plusieurs emprunts, il faut retrouver où sont les emprunts, il faut savoir qui a emprunté à quoi. Et puis, moi, quand j'ai eu des opérateurs qui nous sollicitent pour un financement, en quelques recherches, je constate qu'il avait fait une levée de fonds chez un concurrent et que le montant qu'il me demandait, c'était peu ou prou ce qu'il lui devait plus les intérêts sur 2 ans. Donc je me suis dit, c'est quand même, c'est pas que c'est louche, mais je vais quand même investiguer un peu plus. Donc j'ai appelé la plateforme, j'ai appelé le confrère, je lui ai dit, écoute, ton bonhomme là, il te doit de l'argent, et c'est marrant parce qu'il essaie de le lever chez moi. Et ils m'ont dit, effectivement, il nous doit ça, son projet prend plus de temps que prévu. Bon, ils m'ont pas donné clairement des indications comme quoi c'était un filou. Pour autant, je me suis dit, je préfère pas y aller. Voilà. Aujourd'hui, c'est un projet qui est connu pour être en difficulté, qui traîne. Il trouve des solutions, il remboursera peut-être, mais voilà, je lui ai dit gentiment, en fait non. Et la personne qui distribuait sa caution personnelle à tout le monde tout à l'heure, que j'évoquais, c'est quelqu'un aussi qui est multiplateforme, qui est connu dans le milieu. Et donc, voilà, nous, on préfère être en retrait sur les gens qui ont un peu trop d'activité chez tout le monde, quoi. Oui, d'accord. Oui, je pense que c'est plus lisible quelqu'un qui à la limite travaille avec 2 plateformes, mais quand ça commence à... Voilà, après on a un client, on a des clients, quand à un moment on ne peut pas les servir parce qu'on a déjà un pipeline de projets qui est trop important et qu'ils ont une urgence, voilà, généralement quand ça se passe bien, ils sont transparents, ils disent je suis allé chez un de vos confrères, et nous ça nous permet de comprendre aussi avec le confrère ce qui se passe, où sont ses financements, voilà, mais... À un moment, on peut pas non plus leur en vouloir d'aller voir ailleurs. Hein. Non, bien sûr, oui, ça fait partie de... Enfin, il y a un développement commercial. Exactement. Voilà. Exactement. Ok, donc, mais c'est intéressant d'avoir aussi ce côté... Il y a ce côté, j'allais dire un peu de bon sens au final, pour la plateforme de comprendre l'opérateur, sa dynamique, etc. Voilà. Ouais. Sur justement les différents types de projets, on n'a pas évoqué ça en détail. C'est quoi les profils et les types de projets qui sont financés et ceux que Upstone, par exemple, ne financera pas et puis, qu'est-ce qui est proposé comme type de financement? Tu vois, est-ce qu'il y a de la variété dans... Alors, on va essayer de les faire dans l'ordre. Historiquement, on a commencé par financer les projets de promotion immobilière. Donc, le projet de promotion, c'est un promoteur qui achète un terrain, qui va construire. Généralement, des logements.
Ça peut être de façon marginale du bureau et des commerces, mais c'est des projets qui sont généralement plus gros, donc les financements sont vus plus avec des fonds, avec plus d'amplitude. Donc nous, on va beaucoup financer le logement. Donc c'est un promoteur qui va regarder un terrain, déposer un permis pour construire, admettons, 10, 12 logements, qui va commencer sa pré-commercialisation, enfin obtenir son permis, commencer sa pré-commercialisation, et au moment où il achète le terrain, c'est là où il va commencer les travaux, c'est là où il a besoin de financement. Donc ça, c'est le projet vanille, c'est là où on a les fonds propres de l'opérateur, les fonds propres qu'on peut apporter, le crédit bancaire. Le crédit bancaire, là, il intervient sous forme de ligne de trésorerie, c'est-à-dire que pour avancer les travaux, l'opérateur va payer les factures et devenir finalement à découvert. Là où les hackers vont commencer à passer les premiers appels de vente de la VFA et donc recharger un peu le crédit jusqu'au moment où il a remboursé sa ligne bancaire, il dégage la marge et il peut rembourser tout le monde. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Donc ça, ça marche très bien. Ça marchait très très bien jusqu'à ce qu'on ait l'augmentation des coûts de financement, des coûts de matières premières qui font augmenter le coût des travaux. L'augmentation du coût du crédit qui augmente le coût du financement des opérations et les difficultés des hackers. Donc, on est sur un phénomène un peu dit ciseaux où la marge va diminuer parce que les coûts augmentent et le chiffre d'affaires augmente pas forcément. Ouais. Voilà. Donc, on était sur un cycle, ça a très bien marché aujourd'hui. On regarde avec beaucoup d'attention. Sachant que ces opérations, elles sont bankable du point de vue du crédit bancaire quand elles margent à 8%. C'est le standard. Oui, c'est bas. Hein. Ouais, c'est 8% plus 5% d'honoraires de gestion. C'est la rémunération, c'est le cash flow promoteur. Donc nous, à 8% plus 5%, si le projet ne marche pas à 10-12%, on sait qu'on n'a pas de place pour du crowdfunding. Et aujourd'hui, on a des opérations de promotion qu'on arrive à financer intégralement en crowdfunding, mais si elles font 20% de rendement, 20-25% de marge. Parce qu'on va financer sous forme de ligne de trésorerie ici, c'est-à-dire qu'on va lever 1 million, 1,5 million, on va faire l'acquisition du foncier, on va garder l'argent, on va payer sur facture, et puis après il y a la VFA qui va venir recharger, et à un moment, le projet en fait a un point bas en termes de trésorerie, et une fois qu'il redevient positif, en remettant à jour le planning de trésorerie, on se dit là, on va plus jamais être négatif, on va commencer à amorcer les remboursements. Voilà. Mais à 8%, ça ne marche pas de marge. Donc, on s'adresse à un standard on n'est pas sur un standard de marché de promoteur national. Oui, promoteur national, ça se dit. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est plutôt des plus petits promoteurs sur des opérations plus petites et plus rentables? Oui, c'est des opérations plus confidentielles parce que si elles marchent plus, c'est que le foncier est bien mieux acheté. Et donc c'est forcément des plus petites opérations, plus confidentielles, avec des opérateurs qui ont réussi à maîtriser un foncier très bien. Là où sur des plus grosses opérations, il y a 4 promoteurs qui vont se battre, qui vont faire de la surenchère sur le foncier. Et la surenchère, elle se fait parce qu'on sait qu'à la fin, il faut gagner 8%. Et comment on peut estimer avoir une marge de 8% en fait, on va regarder le chiffre d'affaires qu'on fera dans 2 ans sur la vente des actifs. Et on peut se dire, on est tendance haussière, donc finalement, on va vendre un peu plus cher qu'on pourrait espérer. Là, c'est un peu la fuite en avant parce que c'est dans un monde où les prix ne baissent jamais. Et là, on voit que les prix en fait peuvent baisser. Donc ça, la promotion immobilière, c'est comme ça qu'on a commencé dans le crowdfunding immobilier. Ensuite, sont sortis du bois les marchands de biens. Les marchands de biens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça sur l'existant. Donc, le marchand de biens, la version sympa pour le présenter, c'est quelqu'un qui va revaloriser un actif qui n'est plus dans un état d'usage. Donc aujourd'hui, on a besoin de plus de logements. Donc quelqu'un qui va prendre une grosse maison, la découper en appartements. Voilà, ça c'est une opération de marchand de biens qui va faire de la rénovation, de la revente. Donc il va pouvoir améliorer, on va dire, le diagnostic énergétique. Voilà, généralement la division, c'est là où on va faire de la marge. Donc acheter un terrain, déposer un permis d'aménager, vendre des terrains pour construire des maisons individuelles. Voilà, ça c'est quasiment du marchand aussi. Donc j'aime bien le présenter de cette façon-là, parce que ça permet de donner un sens un peu noble à l'opération de marchand de biens, où en fait on a tous en tête le marchand de biens, le type, c'est dans De battre mon cœur s'est arrêté, je crois, un marchand de biens qui met des rats dans l'immeuble pour faire partie des locataires pour pouvoir le vendre. Le film avec Romain Duris. Le marchand de biens a pas l'image d'Épinal du marchand de biens, elle est pas chouette quoi. Oui, c'est pas super bien connoté. Voilà. En effet, alors que c'est quelqu'un qui va gagner de l'argent, mais ça on peut pas forcément lui en vouloir parce qu'il va travailler généralement et il va revaloriser un bien. Nous on a des marchands de biens dans Paris qui transformaient des anciens locaux alors semi-industriels ou d'activité en bureaux. Et là, il passait un coup de capex assez démentiel à faire des belles verreries, des belles surfaces avec des mezzanines. Donc il y avait
une dynamique d'investissement et de revalorisation qui était forte, qui leur permettait de gagner de l'argent. Et ils ont gagné beaucoup d'argent. Voilà, ces fameuses grosses maisons de 400-500 mètres carrés dans lesquelles à la base il y a une famille, et là on permet à 3-4 ménages de s'installer, voilà, c'est plus dense, c'est plus petit, mais ça permet à plus de gens de vivre, et donc ça permet de densifier. Dans toutes ces thématiques de développement urbain, où on ne peut plus construire parce qu'on ne veut pas densifier, mais on veut densifier un peu quand même sans trop se le dire. Voilà, c'est des sujets. Et donc ces marchands de biens, ils ont une thématique de financement, ils ont un actif à acquérir. Donc ils mettent de l'argent éventuellement avec un complément bancaire. Sur les actifs un peu significatifs, voilà, le crédit bancaire, ça marche. Sur les plus petites surfaces, trop petites lignes, si on ne connaît pas son banquier depuis 250 000 ans, c'est compliqué. Et là, c'est là où on peut intervenir sur des opérations complètes. Pour que ça marche, on en revient à cette histoire de marge. Il faut que l'opération soit rentable, donc bien achetée. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc là, on est sur de l'achat des coupes, on est sur de l'achat-revente, de la rénovation, de l'extension, de l'aménagement. On fait des permis d'aménager, c'est plutôt pas mal dans le sens où on achète un terrain, une fois qu'on a eu le permis obtenu, on a pu vendre des terrains à bâtir, et après les investisseurs achètent le terrain et font construire leur maison dessus. Bon, évidemment, on n'est pas dans le centre de Paris. Et puis, on a quelques opérations d'achat-revente où c'est bien acheté. Voilà. Et c'est souvent la question qu'on a, c'est comment fait-il pour acheter aussi plus cher? Où est le loup? Et à ça, la réponse, c'est que l'immobilier n'est pas tout à fait efficient. Oui, c'est un marché où j'explique tout le temps, il y a une asymétrie d'information qui est dingue et dont on ne se rend pas compte. C'est ça. Il y a des coûts. Il y a des coûts. Il n'y en a pas beaucoup. Des très bons coûts, évidemment. On les cherche tous. On aimerait tous les avoir. Et généralement, avant de trouver un bon coup, il faut flairer 14 mauvais coups. Ce qu'on explique, c'est que c'est pas tombé tout cuit. C'est un type qui généralement a construit un réseau, qui connaît des intermédiaires. Alors ça peut être des agents, ça peut être des notaires, ça peut être des avocats, qui est là au moment d'une succession. Voilà, il y a des cas de figure qu'il faut travailler. Et puis à un moment, à force de chercher, on trouve. Et ces bonnes opérations, là, on peut faire un achat-revente sans rien faire. Donc là, on n'est pas dans le côté noble du marchand de biens, mais somme toute, c'est une bonne affaire. Donc pourquoi pas. Et quelqu'un qui achète, là on en a financé 2 très récemment sur la plateforme, achat d'un bien à un prix très raisonnable, revente immédiatement, quasiment sans travaux, à quelqu'un qui va accepter de le payer un petit peu plus cher. Donc voilà, ça marche bien. Et alors on a, parce qu'on se creuse toujours un peu les méninges, puis on a des opportunités de financement, et aujourd'hui on découvre un peu Alors, pour conclure sur ces 2 opérations, c'est des opérations qui payent les investisseurs de façon in fine. On parlait des intérêts tout à l'heure. C'est des opérations qui dégagent des marges. Donc en fait, avoir de la rémunération pendant le projet, ça n'a pas de sens, puisque ce n'est pas du locatif. On achète, on travaille, on revend, on génère la marge, on rembourse tout le monde. Voilà. Donc ça prend 1 an et demi, 2 ans. Ça peut durer 4 ans quand l'opération est faite en morceaux, ou quand il y a du retard. Voilà, sur des marchands de biens, une fois qu'on a curé l'actif, c'est là qu'on découvre ce qu'il y avait vraiment dedans. Donc voilà, un mur qui s'effondre, une paroi qui est pourrie. Il peut y avoir des surprises. Voilà. C'est pour ça que le budget travaux, quand on le regarde, on se dit toujours aléa. Est-ce qu'on a 15 € d'aléa ou 15 000 euros? Et donc, ça, c'est des projets qui marchent, donc qui payent in fine. Et on s'est toujours posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait structurer qui propose un coupon, on va dire, mensuel, qui paye un peu comme les CPI, régulièrement sous format locatif. Il y a un agrément en 2017 qui nous a permis de réunir des gens dans des sociétés, faire une sorte de locatif. En fait, ça n'a pas marché commercialement parce que régir les prises de décision dans un petit cercle d'investisseurs, c'était compliqué. La liquidité était compliquée sur un actif. Donc en fait, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on a plus l'immobilier fragmenté qui s'en rapproche, mais on en parlera peut-être plus tard. Donc, on se disait, mais comment on peut faire pour structurer des produits qui couponnent? On a découvert le refinancement hypothécaire. Alors, le refinancement hypothécaire, c'est un acteur qui vient nous dire, moi j'ai besoin d'argent. On dit, vous êtes au bon endroit, mais si vous avez un bon projet. Et ils disent, j'ai un projet, j'ai surtout un actif. Généralement, la discussion elle vient comme ça. On disait, j'ai un projet, et nous on dit, non, c'est trop tôt le projet, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de commercialisation, on ne peut pas le financer. Et il nous dit, par contre, j'ai un actif qui est libre de dette. On dit, tiens, on va regarder cet actif, on va regarder combien il vaut. Donc on fait une première valo comme ça au doigt mouillé, en se disant, il vaut 100, nous on peut vous prêter 60. Et on va prendre en collatéral cet actif immobilier. Sur ces 60, on va vous donner 40 ou 45 parce qu'on va garder
de quoi payer des loyers à nos investisseurs pendant 2 ans. Ce qui fait que on a refinancé un actif existant sur 60% de sa valeur et on va pouvoir distribuer tous les mois à nos investisseurs une somme qu'on a séquestrée. Donc la distribution, elle est garantie sur 2 ans. Et la liquidité, elle est créée par ou la vente de l'actif ou le refinancement de l'actif. C'est-à-dire que l'opérateur, il aura pu peut-être faire son opération, dégager sa marge et rembourser les investisseurs. Mais là où nous, on n'était pas prêt à financer l'opération parce qu'elle n'était pas mûre, pas mature, et ben on a refinancé un actif. Et ça, en fait, on a commencé à faire ça il y a 2 ans. On arrive à faire ça pour les personnes morales ou avec une société qui a besoin de cash et qui n'est pas forcément immobilière. Mais on va lui dire, bah, tiens, si vous détenez vos murs, parce qu'il y a encore beaucoup de sociétés qui détiennent leurs murs, si vous détenez vos murs, bah, on va s'appuyer sur vos murs qui sont libres de dette. Donc on va émettre un emprunt obligataire, on va le contre-garantir par une fiducie sur les murs. On va vous dégager des liquidités comme ça. Et en fait, c'est une sorte de sale and leaseback assez court. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Où on devient, on est toujours propriétaire, mais avec la fiducie, on l'est plus trop pendant ce temps. Et on paye un loyer, et en fait, le loyer, comme on l'a séquestré, comme ça nous permet de générer la distribution, et ben on distribue pendant 2 ans. Aujourd'hui, on fait des produits sur 2 ans, peut-être qu'on fera 3, 4, 5 ans au bout d'un moment. On verra. Et donc, ça permet de dégager du cash pour faire un investissement. Et donc, l'intérêt d'avoir la décote, c'est, admettons, il y a un incident de paiement. À la fin, on n'a pas de liquidité. Et ben, comme on a une fiducie sur le bien, on va pouvoir le vendre. Et notre prix de revient, c'est 60% de sa valeur. Ouais, alors, il y a 2 ans, donc, il faut que le marché... faut pas que le marché soit écroulé de 40 ou 50%, mais ça, on arrive à appréhender le risque en se disant, bon, on nous dit qu'il vaut 100, on va prendre une valeur de 90, on va refinancer 60 sur ces 90, donc on va essayer d'avoir des marges de sécurité. Donc on fait ça pour les personnes morales, donc les sociétés. Là, on a refinancé les murs d'un concessionnaire automobile dans le 77, qui avait besoin de faire 2-3 investissements. Et on fait ça aussi pour les personnes physiques, parce qu'on a des personnes physiques qui n'ont pas accès au marché bancaire. Alors, c'est intéressant ça. Le premier éligible, c'est celui qui est surendetté. Donc, pour partir un peu du cas pathologique, quelqu'un qui est surendetté, le premier cas qu'on a eu, c'est un type qui divorce, qui prend 2-3 crédits revolving histoire de voir venir, de garder la tête en dehors de l'eau. Et puis à un moment, il ne peut plus, mais il a un bien. Et on lui dit, bon, nous, on ne peut pas rembourser vos crédits. Par contre, on peut refinancer cet actif. Et après, vous avez 2 ans, 3 ans pour redevenir un peu bankable, ou vous refaire une station, peut-être vendre un autre actif pour récupérer celui-ci. Et donc, on lui a refinancé un actif qu'on a décoté, on lui a prêté de l'argent, on a séquestré 2 ans de loyer, et il a pu rembourser ses crédits, et au bout de 2 ans, voilà, il a racheté l'actif parce qu'il avait un autre terrain agricole à Bordeaux qu'il a pu vendre, et donc nous racheter cet actif. Ouais, l'avantage dans cet exemple-là, c'est que lui, c'est peut-être plus rapide que de revendre le bien déjà. Ça lui permet de conserver le bien, de conserver une option pour il a une option de rachat plus tard. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, techniquement, ça s'appelle le réméré. Ouais. Donc le réméré, c'est une vente avec faculté de rachat. Ouais. Nous, on fait du réméré qu'on considère social et solidaire dans la mesure où nous, on a racheté un actif 60 et on ne touchera jamais plus que 60. Puisque le réméré un peu 1.0, c'est une façon de faire du marchand de biens aussi. C'est de dire, je vais voir quelqu'un qui a besoin d'argent, je vais lui racheter son actif avec il aura une faculté de rachat, mais je vais l'acheter 60% de sa valeur aujourd'hui. Puis s'il ne le rachète pas, je suis propriétaire de 100%. Donc, ou je le mets dehors et je vends l'actif, ou je vends l'actif avec lui dedans et il devient locataire, et je peux encaisser la marge. Mais ça, on trouvait ça un peu dur. Donc on s'est dit, autant créer un outil qui peut être utile aux gens. Donc on a créé cette idée de réméré social et solidaire. Et le deuxième cas qu'on a eu, c'est une personne âgée qui était à la retraite, qui a perdu son mari, qui a toujours son fils à domicile, qui a une trop petite pension, qui pareil fait 2-3 crédits parce qu'elle n'avait pas le choix. Et elle nous dit, ou je me fais virer de ma maison parce que les organismes de crédit vont la saisir, ou je vous la vends ou vous me la rachetez et je la rachète dans 2 ans. Et on dit, ok, nous, sur papier ça marche, mais si on n'a pas de la liquidité à la fin, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la stratégie de rachat, en fait, on va juste vous faire respirer pendant 2 ans, et ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut vous trouver une vraie solution. Et en fait, sa maman avait un appartement qu'elle a vendu, et donc là, le remboursement arrive en novembre. Donc ça, okay. c'est un cas, un vrai côté social. On a
des personnes âgées qui peuvent pas faire de crédit relais. Donc ils disent moi j'ai du patrimoine, j'ai du patrimoine, je voudrais déménager, mais il me faut un peu de temps pour vendre mes actifs et j'ai pas de crédit relais possible. Donc financez-moi ces deux biens-là. Moi comme ça j'achète mon bien là, je prends le temps de vendre l'autre. Bon, il y a des frais évidemment dans tout ça, donc on compare toujours aux alternatives possibles que peuvent être le crédit relais ou d'autres types de financement, parce qu'on annonce on n'est pas forcément le meilleur marché, mais quand il n'y a plus de solution, on n'est pas une mauvaise solution. Donc voilà, ça peut être des ventes avec complément de prix. Donc il y a tout un tissu de gens qui n'ont pas accès au marché bancaire. Il y a les personnes âgées, les personnes surendettées, il y a les TNS, il y a les jeunes chefs d'entreprise, enfin les chefs de jeunes entreprises, on va dire, qui n'ont pas forcément 14 bilans à montrer. Ouais, tout un écosystème de gens qui n'ont pas accès à la banque, et il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires. Voilà. Donc ça permet. Et point de vue investisseur, j'ai un investissement qui couponne tous les mois avec un capital dont l'actif sous-jacent vaut plus que ce que j'ai mis. Ouais. C'est surtout ça qui est intéressant, ça vaut 1,5 fois en fait ce que j'ai mis. Donc on peut se dire l'immobilier peut baisser de 5-10%, j'ai encore de la valeur qui est suffisante pour me rembourser. Évidemment, ça rémunère un peu moins que le marchand de biens ou la promotion immobilière, mais quand on parlait tout à l'heure de quelle plateforme choisir, je parlais de diversification. Je disais, voilà, sur sa poche crowdfunding, on peut se dire j'ai ma poche un peu spéculative, je vais aller vers du marchand de biens, de la promotion, donc je vais essayer de taper du 10-12%. Et puis dans une autre poche qui peut être un peu où je vais chercher un peu de rendement, mais mais moins de risque, on va dire. Et je peux allouer un peu de capitaux au refinancement hypothécaire. Ok. Et donc, c'est quoi, du coup, les taux proposés aux investisseurs pour ce type de produit? C'est quoi la première opération, on l'a proposée à 5%. Okay. Mais c'était encore dans un environnement de taux zéro. Donc, on était encore sur une bonne prime de risque. Évidemment, on a eu beaucoup d'investisseurs qui nous disent mais en fait, ça m'intéresse pas. Moi, j'investis à 10-12 chez vous, donc j'attends la prochaine. Donc, petit côté pédagogique de c'est pas le même projet. Mais on savait que ça allait être compliqué. L'innovation, c'est un peu l'ennemi du bien dans la finance. Donc on propose un nouveau produit, on sait qu'il faut que les investisseurs le comprennent. Et aujourd'hui, on arrive à proposer du 7%. Et parfois, sur des sociétés, on arrive à être entre 10 et 11 et 12% par an. Donc on arrive quand même à rejoindre des rendements assez élevés pour des risques qui sont différents. Ouais, c'est une alternative vraiment intéressante à la SCPI ou à d'autres produits. Alors, je sais que c'est compliqué de comparer les produits, donc on va prendre des pincettes, mais moi qui connais très bien les SCPI puisque j'y ai travaillé, je me suis dit, en fait là on est sur une sorte de super SCPI, pas de frais d'entrée. C'est ça, ouais. Un rendement qui est avec une fiscalité du PFU. Donc on n'est pas sur les revenus les revenus fonciers, pardon. On est sur les revenus capitaux mobiliers, donc on a une fiscalité qui est plus sympa. On a une durée qui est fixe, qui va être aux alentours de 2 ans. Et donc par rapport à la SCPI où il y a 10% de frais d'entrée, des revenus fonciers et en fait une durée minimum de 8 ans de détention, on est vachement compétitif. En fait, on crée de la liquidité tous les 2 ans, vous récupérez vos fonds, vous pouvez les réinvestir, faire ce que vous voulez. Bon, mais on n'est pas sur de l'outil patrimonial comme les SCPI. Donc c'est là où la comparaison s'arrête. Oui, non, c'est ça. C'est que ça reste une manière de rémunérer de la liquidité bornée dans le temps. Et ça, c'est vrai que il n'y a pas... Bon, il y a... Oui, il peut y avoir des comptes à terme, mais ce n'est pas du tout les mêmes taux qui sont proposés. Donc c'est intéressant, ça n'existait pas vraiment comme produit avec ces caractéristiques. Alors ce qui existe plutôt dans le monde anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le remortgaging. Ouais. Donc c'est la capacité de recharger de la dette par rapport à une valeur d'actif qui augmente, ou en fait le refinancement hypothécaire qui s'appelle remortgaging au UK, aux US, où j'ai un actif et je peux coller de la dette bancaire dessus, ce qui est assez compliqué en France. Quand on détient déjà l'actif, lui dire je veux remettre de la dette dessus pour faire un autre investissement, pour dégager des liquidités. Voilà. Ça, il n'y a pas d'acteur bancaire qui fait ça. Enfin, c'est très confidentiel. Ou alors on est banque privée avec énormément de patrimoine et on a plus d'outils, mais autant dire qu'on s'adresse à une population différente. Ouais, non, là c'est l'accès, effectivement, l'accès assez grand public. Voilà. Donc dans les grandes catégories de projets, donc promotion, marchand de biens, refinancement hypothécaire avec du revenu in fine, du revenu récurrent, on va dire. Le tout, plus ou moins borné dans le temps, quoi. Enfin, plus ou moins plus que moins,
Et donc c'est à peu près ce qu'on trouve. Je réfléchis à est-ce que en fait, ce qu'on appelle le refinancement hypothécaire, c'est une sorte de portage. On porte un actif, donc on peut le trouver sous le nom de portage. On peut peut-être parler un peu des aspects de tokenisation. Oui. Je sais que moi, je reçois des questions, je vais passer des questions autour de ces sujets-là. C'est toujours pareil, sur l'immobilier. On se demande toujours, c'est une surcouche qui peut faciliter certaines opérations, mais in fine, dans l'immobilier, à un moment donné, ça passe chez un notaire et on reste sur du terre-à-terre que l'on n'a pas remis en cause ou informatisé aujourd'hui pour le fluidifier. Voilà, c'est quoi ton point de vue? J'imagine que tu as eu des réflexions ou vous avez étudié des trucs autour de la tokenisation. Voilà, comment ça se positionne aujourd'hui et puis qu'est-ce que ça pourrait peut-être apporter dans le futur? Oui. Alors la tokenisation, c'est le buzzword du moment. On en a eu différents sur les 10 dernières années. Il y a eu le big data, l'intelligence artificielle, elle en est pas mal sur la tokenisation. C'est l'IA même aujourd'hui. Ouais, il faut faire de l'IA. C'est ça. Mettre de l'IA. Exactement, il faut faire de l'algorithme déguisé sous forme d'IA. La tokenisation, en fait, qu'est-ce qu'elle aujourd'hui, on fait des émissions obligataires. Qui sont portés par des CAS, dans lequel il y a un registre. Donc les investisseurs sont dans un fichier dans lequel on regarde combien ils ont mis, combien ils sont, et on fait le total. Et voilà. Et en fait, la tokenisation nous permettrait de rentrer ce registre dans un mécanisme de blockchain. Voilà. Où en fait, on aura un registre dématérialisé dans la blockchain. Donc aujourd'hui, c'est ce que ça peut nous apporter. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est indispensable? Évidemment non. Est-ce que c'est game changer? Est-ce que c'est vraiment utile? On n'a pas l'étape d'après serait de dire ok, ça fluidifie le marché secondaire. Donc ça veut dire que quand les gens cherchent à faire un échange, c'est plus facile parce qu'il y a moins de frottement, c'est plus fluide, c'est la technologie qui maîtrise tout. Mais nous, on est sur des produits d'investissement qui sont relativement courts. On a dit entre 1 jour et 3-4 ans, on va dire. Donc la liquidité, c'est pas forcément une demande des investisseurs. On pourrait plus l'imaginer sur une SCPI, ou se dire le marché n'est pas super fluide. Quand tu veux acheter des parts de SCPI sur le marché secondaire, il faut remplir un mandat, il faut l'envoyer avec un chèque par la poste. Ensuite, il faut que le prix qu'on ait donné il soit validé par le marché et on rentre dans le registre. Donc ça, sur des grosses sociétés, sur des durées de détention beaucoup plus longues, on peut voir un cas d'usage qui serait intéressant. Nous, je pense que ça rajouterait une couche technologique qui n'est pas forcément indispensable. Aujourd'hui, sachant que en fait, en termes de marché secondaire, quand on investit dans un produit de financement de promotion de marchand de biens, on explique que c'est pas liquide. Donc si on veut sortir, on peut pas sortir à moins de trouver un acquéreur qui est OK pour reprendre. Et là, l'acquéreur il va dire OK, moi qu'est-ce que je gagne à reprendre cette obligation? Est-ce que je gagne plus d'intérêt à venir plus tard? Est-ce que si je gagne pas plus, ça m'intéresse pas. Donc c'est souvent c'est à la marge. On a parfois des gens qui nous disent là j'ai besoin de mon argent, il me faut absolument une solution. Et on leur dit on va essayer de trouver quelqu'un qui peut éventuellement prendre votre position, mais attention, il est susceptible de vous faire un prix qui ne va pas vous intéresser. Donc votre obligation elle vaut 100. Il veut dire moi je la rachète 100 et je prends tous les intérêts qui vous ont pas été payés jusque-là. Donc vous dites adieu aux intérêts payés jusque-là. Ce qui souvent crée une déception en disant non, moi je suis pas complètement d'accord. Oui, mais c'est l'offre et la demande. Et parfois les gens disent ça vaut 100. Ouais. Moi non seulement je vais prendre tous les intérêts à date, mais je rachète 90 pour doper le rendement, puisque le rendement est calculé sur la base 100. Si on rachète 90, ça fait un meilleur rendement. Donc on a forcément ce phénomène-là d'arbitrage et de choix à faire. Donc à la limite, la tokenisation pourrait éventuellement fluidifier ce marché, j'imagine. Mais pour ça, il faudrait que le marché soit beaucoup plus vaste et organisé. Et nous, on a une problématique de KYC. On doit connaître nos investisseurs. Donc on ne peut pas autoriser n'importe qui à racheter nos obligations pour des simples questions de blanchiment et de financement du terrorisme.
on voit des cas d'arnaque où il y a des gens qui créent des faux profils avec des usurpations d'identité, qui récupèrent de l'argent, qui essaient de le retirer. Donc là, si on se retrouve avec des investisseurs qu'on ne connaît pas, avec des fonds qui ne sont pas les leurs, à investir sur nos produits, c'est nous qui sommes en responsabilité de rentrer dans ce système. Donc en fait, voilà, ça ne marche pas. Alors, on a discuté avec des acteurs de la tokenisation pour discuter un peu, eux, ce qu'ils pensaient du sujet. Eux, c'était plutôt dans la thématique de créer une sorte de surplateforme qui permettrait d'organiser le marché secondaire de toutes les plateformes en gérant eux-mêmes l'aspect KYC. Mais encore une fois, je ne suis pas certain que ça corresponde à un vrai besoin. Donc c'est pas vraiment adapté au métier du crowdfunding finalement. En tout cas, sur la promotion, le marchand de biens, le refinancement hypothécaire, je pense pas que ce soit indispensable. Alors, je prends des pincettes parce que si ça se trouve, il y a un moment où on va trouver un cas d'usage et on va trouver ça génial. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, à date, on voit pas forcément. Ça ne saute pas aux yeux. Pour l'immobilier fragmenté, qui est en fait une sorte de détention indirecte sur un bien sur le long terme, je me dis que avoir un marché secondaire qui peut être assez fluide, ça peut avoir un intérêt. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier fragmenté, nous, on n'en fait pas. Mais c'est quoi on a un opérateur qui crée une société qui va émettre un emprunt obligataire qui va permettre d'acheter un bien. Et les revenus du bien vont rémunérer les investisseurs. Nous, dans nos contrats d'émission obligataire, on a une rémunération qui est figée. C'est-à-dire qu'on donne le montant cible, qui est de 10% ou 12%. Là, on a une formule qui va dépendre du cash flow. On a le loyer, moins les charges, moins des provisions, divisé au prorata, et ça, c'est votre rémunération. Donc, vous ne savez pas combien vous allez gagner, mais on l'estime, parce qu'on a quand même une idée du loyer. Donc, généralement, c'est présenté entre 5, 6, 7%. Et donc tokeniser cette obligation, ça peut avoir du sens pour fluidifier un peu les échanges, parce que s'engager sur 8-10 ans sur l'achat d'une pizzeria ou d'un appartement en colocation, ça peut être long. On peut avoir un moment besoin de dégager ses liquidités, et donc on a besoin d'organiser un marché secondaire. Et là, on tape à la porte de la plateforme, on dit moi j'ai besoin de vendre, est-ce que vous trouvez quelqu'un qui achète, voilà. Et le fait d'avoir un marché tokenisé, j'imagine que s'il est suffisamment vaste, ça peut créer de la liquidité. Mais attention, on peut tokeniser une obligation, on ne peut pas tokeniser un bien en France. La législation n'est pas encore prévue pour ça. Exactement. Je pense qu'il y a des réflexions pour faire bouger ça, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Aux États-Unis, c'est pas possible partout, et je crois que c'est au Delaware, ils ont modifié la loi pour qu'on puisse accepter la tokenisation sur des biens. Donc, quand on crée une société au Delaware qui va acquérir des biens, ça marche. Créer une société au Delaware pour acheter un appartement en colocation en France, ça commence à complexifier un peu le truc, quoi. Ouais, donc donc c'est intéressant de voir ce point de vue. Donc je pense que c'est peut-être un outil super puissant qui aujourd'hui n'a pas forcément concrètement d'application et d'effet waouh sur ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, ok. Voilà, j'essaie d'être prêt. Oui, bien sûr. C'est vrai que il y a toujours un effet de mode qui est un petit peu tokenisation, c'est un petit peu ça, on commence à avoir du recul au final. Mais après c'est là où c'est les usages qui tirent de toute façon la technologie au bout d'un moment. Donc exactement. Donc là dans le cas présent, les usages ne sont pas évidents et c'est plus adapté sur des projets immobiliers sur la durée, sur du long terme. Quand on est finalement propriétaire de part ou d'un actif et qu'on voudrait pouvoir revendre un peu plus facilement. Ouais. Alors, pour parler des taux d'intérêt, il paraissait absolument démentiel ce qu'on disait un peu au début, de payer du 10% quand la banque prêtait à 0%. Il y avait un spread, un écart qui était très élevé. Aujourd'hui, payer du 10% quand la banque prête à 6%, l'écart se réduit. Et en fait, l'arbitrage, il est moins évident aujourd'hui pour les opérateurs de se dire, quand bien même j'ai un financement bancaire, il me coûte marginalement moins cher du financement en crowdfunding. En fait, le fait de voir l'augmentation des taux, ça rend le crowdfunding plus compétitif. Ouais, c'est vrai. Et il y a des sujets de fluidité aussi du financement. C'est-à-dire que une banque va avoir un process qui va être très structuré avec des comités, un nombre de documents incroyable à demander. Il y a un comité tous les temps et il faut être avant le comité, il faut avoir des montants qui correspondent. Donc parfois,
on a des opérateurs qui en ont marre. En fait, c'est un peu irrationnel de se dire, je préfère me fermer une porte d'argent pas très cher, mais je suis tellement échaudé par le fonctionnement des banquiers qui me font tourner en bourrique, qui me demandent toujours une pièce complémentaire, qui me parlent de comité, qui me disent oui, puis qui me disent non, que certains se disent en fait, je sais qu'avec vous ça va marcher. Ça ne veut pas dire qu'on est moins exigeant que les banques, parce que souvent, pour les dossiers de promotion immobilière, quand ils font une demande de financement, on leur dit vous avez fait une demande à la banque, ok, transférez-nous le dossier. Voilà. Comme ça, on aura tout. On sait qu'on a toute la data room nécessaire. Non, et là, moi, ma vision, c'est surtout que vous êtes beaucoup plus rapide sur le onboarding et sur l'analyse au final. J'ai l'impression que c'est surtout ça la grosse différence, c'est que la réponse va être rapide. C'est ça. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Voilà. Les opérateurs avec lesquels j'ai discuté, ils m'ont dit on aime bien les plateformes de crowdfunding parce que c'est rapide. On peut se prononcer très rapidement. On peut on voit comme on disait tout à l'heure, il y a des go no go, il y a des indicateurs qui nous disent ça, on sait y aller, ça on sait pas y aller. Il y a parfois une nécessité de creuser un petit peu, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Mais oui, on sait que sur la base des premiers éléments, on va pouvoir faire une première proposition en disant nous on est capable de se positionner à ça et à ça. Vous prenez pas, on continue la data, l'analyse. Et donc voilà, c'est vrai qu'on est assez agile de ce point de vue-là, et on n'a pas, on sait s'organiser pour répondre très rapidement. Est-ce que par rapport, je réfléchissais aussi par rapport à ce que fait une banque, est-ce que vous de votre côté vous allez aussi avoir des demandes en termes de niveau de fonds propres, en termes de on le fait mais seulement si la banque suit sur le reste, en fonction des opérations, voilà. Alors sur les fonds propres, comme je disais tout à l'heure, l'opérateur il va toujours chercher à en mettre le moins possible. C'est naturel, il préfère en mettre moins pour faire d'autres opérations ou parce que parfois il n'en a pas. Donc c'est vrai que c'est un peu, ça peut être un peu ambigu. Donc on a une position on peut aller financer beaucoup de l'opération, mais ça va dépendre de l'opération et du bonhomme. Donc quelqu'un qu'on connaît, par exemple. Voilà, on a déjà fait 15 opérations avec lui. Bon, l'opération rentre dans les critères, on peut y aller et on peut se dire, on finance 90% de l'opération. Cette opération qui s'est faite en un jour, on l'a financée à 100%. Parce que qu'est-ce qui pouvait se passer ? Le cas pathologique de cette opération, c'est celui qui va acheter, il se fait écraser et en fait il ne peut pas venir signer. Donc voilà, après on fait nos stats, on se dit où est le notaire, est-ce qu'il y a une nationale où les gens roulent vite à côté, donc on peut aller très loin et évidemment on préfère tous quand les opérateurs mettent des fonds propres le plus possible, mais voilà, après il y a un juste milieu, puis il y a le marché, c'est ce qui va être créé par la compétition ou la concurrence, on va dire, entre les plateformes. Certaines vont être un peu plus agressives, faire entrer des porteurs de projets, d'autres vont être un peu plus exigeantes et du coup vont s'adresser un peu moins au marché. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a des nouvelles plateformes qui sont arrivées. Donc ça ramène un petit peu de sang frais sur le monde du crowdfunding. Et donc voilà, ça permet aux opérateurs d'avoir plus de choix. Et ce que je te disais tout à l'heure, l'opérateur qui me dit moi j'ai mes fonds propres, mais c'est l'argent que je te donne à la fin. On lui dit en fait nous si vous le mettez tout de suite, on peut regarder votre opération. Et finalement il a trouvé une autre plateforme. Donc oui, c'est toujours mieux, mais je dirais que selon le risque de l'opération, on va apprécier la quantité de fonds propres qu'on va tolérer. Ouais, d'où l'importance pour un opérateur aussi d'avoir un peu du recul sur sa propre situation, l'opération qu'il propose par rapport à ce qui se fait sur le marché, et comme ça pour avoir aussi peut-être des attentes adaptées. Quoi. Et dans les critères d'analyse, je dirais les choses à regarder, c'est effectivement comprendre qu'est-ce que veut dire par fonds propre la plateforme. Si le fonds propre indiqué, c'est l'argent qui est généré à la fin, c'est pas du fonds propre. Le fonds propre, on est tous d'accord pour dire que c'est de l'argent qu'on met au début. C'est la définition du dictionnaire, ça. Voilà, mais a priori, il y a des appréciations qui peuvent être un peu différentes. Et donc, c'est de se dire, quand on voit que le montant collecté, c'est le montant de l'opération plus le coût des travaux, et qu'en fait, le niveau de fonds propres amené par l'opérateur, c'est les frais financiers, on peut se dire qu'en fait, c'est pas vraiment de l'argent qui est mis au début de l'opération. Donc voilà, faut pas se tromper dans le calcul, quoi. Entendu. Voilà, c'est des petites subtilités de lisibilité sur les fonds propres, quoi. Alors après, en parlant de fonds propres, attention, fonds propres, capitaux propres, capital social.
Quand on crée une société pour héberger un projet, elle peut avoir 100 euros de capital social. En fait, ça n'a pas d'importance. On a certaines lectures d'investisseurs qui nous disent comment on peut prêter une société qui a que 100 euros de capital social. Et ben, en fait, ça n'a pas d'incidence, si vous voulez, sur le reste. C'est le capital qui a été mis pour créer la société, mais ce qui est important, c'est ce qu'on va mettre dedans. C'est pas tellement le capital social. Donc voilà. Oui, c'est ce fameux débat où alors maintenant, je pense que c'est beaucoup moins vrai, justement, avec l'exemple que tu donnes, mais à une époque, les gens se disaient, si tu mets un capital social à 100 euros, c'est ridicule, la banque va te regarder de travers parce que c'est un capital social faible, etc. Bon, c'est pas aujourd'hui très important en réalité, dans ce genre de cas en tout cas. Dans les petites anecdotes, donc dans les trucs qu'on a pu être amené à refuser, c'est des gens qui vient nous taper à la porte, il dit j'ai besoin d'argent pour faire un hôtel. On dit ok, bon, l'hôtel le projet était à La Réunion. Alors, on n'a rien contre La Réunion, mais en fait, pour nous, c'est compliqué d'y aller. Si jamais on doit se rendre sur place pour voir, et on aime bien visiter un peu les opérations, parce qu'une fois qu'on est sur place, on appréhende le sujet. Voilà, ça c'est intéressant. Donc ça vous arrive d'aller, ou c'est systématique ou c'est anecdotique, mais en tout cas vous allez parfois sur le terrain. Oui, la plupart du temps on y va. C'est-à-dire que la plupart du temps. Premier opérateur, on n'a jamais fait d'opération avec lui. On va le voir sur le terrain, voir son opération avec lui, parce que ça permet de discuter, de se rencontrer. On discute de l'opération. Si c'est du marchand de biens et que c'est existant, on va comprendre un peu s'il y a des thématiques de structure sur le bâtiment, s'il y a des rénovations à faire. Enfin, ça permet d'alimenter pas mal de discussions et de voir si la personne a du répondant. Donc ça, c'est chouette. Puis ça permet aussi de se dire bon, ok, l'actif, quand je l'ai vu sur Google Maps, il était là, ça avait l'air bien, mais en fait, Google Maps n'est pas à jour. Et puis, en fait, la rue est hyper passante. Dès que les fenêtres sont ouvertes, c'est un cauchemar. Donc le prix, en fait, on peut pas le placer forcément dans la fourchette haute, il faut qu'il soit dans la fourchette moyenne. Voilà, ça c'est vraiment fort de se rendre sur place et de se rendre compte de l'environnement. C'est un peu clé. Après, un opérateur, quand on a fait une vingtaine d'opérations dans le même secteur avec lui, voilà, on peut accepter de ne pas se rendre sur place parce qu'on le connaît, parce qu'il connaît son secteur, parce que voilà, on a balayé le truc et on sait que ça marche. Mais c'est vrai que ouais, alors l'avantage c'est que nous on est basé en région parisienne et qu'en fait on rayonne très facilement partout en France en train. Voilà, donc on peut aller à Nice. J'ai fait l'aller-retour à Nice dans la journée pour voir des opérations. C'est un peu long en train, mais ça se fait. Voilà, du Bordeaux, du Dax, du Lille, du Saint-Brieuc. Enfin, vraiment, c'est hyper simple. Et en plus, voilà, c'est bien de se confronter au terrain. On voit. Ouais, ça c'est bien, c'est très intéressant ça. Tu vois, je ne pensais pas très honnêtement qu'il y avait des gens dans les plateformes qui se déplaçaient. Voilà, notre plateforme partenaire Immocratie, eux, quand ils vont sur place, ils font un selfie. Tu vois. Comme ça montre bien qu'ils sont allés voir. Donc c'est l'anecdote, mais c'est vrai que les opérateurs le prennent jamais mal quand on va les voir. Ils sont toujours contents de discuter de bout de gras, et c'est là aussi ça fait la différence avec le banquier qui n'est pas toujours très local, ne se rend pas toujours sur place et comprend pas toujours exactement ce que fait l'opérateur. Donc voilà, quand il y a quelqu'un qui comprend un peu ses thématiques, qui comprend ses enjeux, qui va le rencontrer, qui discute un peu avec lui, qui voit l'opération et qui comprend les enjeux de l'opération, tout de suite ça crée un lien. Ok. Et donc oui, je revenais sur La Réunion. J'étais parti en digression sur La Réunion. Ah oui, c'est vrai. La Réunion, donc le bonhomme nous dit je veux ouvrir un hôtel à La Réunion, donc ça nous arrange pas spécialement. On dit ok, vous êtes hôtelier? Non. Ok, donc premier red flag. Il dit non mais je vais recruter quelqu'un qui sait faire. Deuxième red flag. Et à tout hasard, vous n'avez pas un BP quand même à nous montrer? Il fait si, mon expert comptable est en train de le faire. Donc là, on s'est dit, le type, c'est un opportuniste qui s'est dit, j'ai peut-être un projet un peu fou. Il a la fougue de l'entrepreneuriat, mais visiblement, c'est pas pour nous, quoi. Donc on a botté en touche assez rapidement. C'est là où on se prononce très rapidement, généralement. On a un type qui est venu nous voir en disant, moi, j'ai besoin que vous me financiez l'achat du terrain. Il dit, ok, il y a un permis dessus? Non. Il n'y a pas de permis, mais je vais l'obtenir. Ok, qu'est-ce qui nous garantit que vous allez l'obtenir? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire de ce terrain avec permis? J'achète le terrain, je dépose la demande de permis, je le revends, je fais 150 000 euros de marge.
J'en ai pour 3 mois. Elle dit, en fait, techniquement, je ne comprends pas parce que tout ce qu'on a pu observer empiriquement sur le marché, c'est que ça n'existe pas comme opération. Donc non, en fait, on ne peut pas vous financer. Et voilà, quelqu'un qui est revenu à la charge plusieurs fois en disant, là, j'ai encore trouvé une opération, sinon ça ne marchera toujours pas. Et l'opération, à la limite, la plus rigolote qu'on ait vue, c'est la destruction d'une tour. Donc on était à Belle-Bœuf. Et l'opérateur, donc on avait financé l'opération une première fois, il avait vendu une partie du terrain, et là il avait besoin d'argent un peu pour financer la démolition de la tour, parce que le terrain pouvait être signé que la tour tombait. Et c'est une tour qui a été construite dans les années 70 avec des diamètres de ferraille bien épais et en fait assez peu de béton. Donc la démolition a été très compliquée. Et le sujet était sympa parce que en fait, c'était assez court. C'était un sujet de démolition, donc les investisseurs sont proposés eux-mêmes de venir donner leur coup de pioche pour casser la tour. Et l'opérateur nous appelle en disant bon, la démolition est un peu plus compliquée que prévu. On a déjà cramé une pelle dessus, donc mon démolisseur a dû racheter une autre pelle en Pologne, la faire revenir. C'est des trucs qui morcellent là, qui ont des petites mâchoires pour casser les bâtiments. Et il me dit, on en a cramé une. La deuxième arrive. Heureusement, on en a trouvé une assez rapide. Et là, la tour qui était sur 4 poteaux, elle tient sur 1. Et il me dit, vous rigolez quoi. Et en fait, on est passé sur site. On allait voir. Effectivement, la tour tenait sur 3 ferrailles avec faisait quand même 70 mètres, hein, donc c'était pas anecdotique. On se dit mais c'est juste pas de bol là. Donc bon, on romance ça auprès des investisseurs qui ont tendance à se dire en fait ils se moquent un peu de nous. Et là on envoie les photos et ensuite on a eu la vidéo de la tour qui est tombée où c'est vraiment le cas de la vidéo très mal faite mais avec beaucoup d'émotion où la personne filme la tour. Dit voilà, montre un peu où elle est, puis au moment où elle se retourne, on entend un bruit de tour qui s'effondre, et là une expression de joie, et la caméra qui se retourne, mais qui filme très mal, parce qu'effectivement dans ces cas-là on pense pas à bien cadrer, donc on voit la tour qui s'effondre, et un cri de joie de la personne qui dit ça y est, on l'a eu, et nous on s'est dit ça y est, ils vont nous rembourser. Donc voilà, c'était assez chouette. Donc parfois on voit des projets qui sont un peu rigolos, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc pour conclure du coup cette longue discussion voilà qui j'espère a permis vraiment d'éduquer les gens qui nous écoutent. Il y a plein de pépites hyper intéressantes que tu nous as données. Ouais, peut-être perspective sur le marché avec voilà des conditions de marché qui ont changé assez rapidement. Voilà, on le sait avec les taux. Tout ça est en train d'être digéré par tout le monde, hein, tous les acteurs dans l'immobilier. On sait que structurellement en France, il y a quand même un besoin de construire et de rénover qui a du mal à être satisfait, hein, clairement. Donc ouais, quelle perspective ça donne, voilà, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus j'ai envie de dire que là on est sur une phase un peu alors mutation du marché, c'est un peu un mot un peu violent, on a l'impression que ça va profondément se transformer, mais on a quand même un marché qui évolue. On a des banques qui financent un tout petit peu moins les opérations, donc on a un peu plus on a un marché qui nous continue de s'étendre, hein. Si les banques prêtent un peu moins, ça fait un peu plus de marché à prêter pour nous. Et si on revient concrètement sur ce qu'on finance, finalement, il faut retenir qu'on finance de la création immobilière ou de la rénovation immobilière. Donc ça, c'est vrai que c'est un message qui est intéressant de se dire je participe un petit peu à la création de nouveaux logements, à la rénovation des logements. Donc il y a un besoin, ça c'est sûr. C'est pas pour ça qu'il faut financer n'importe quoi, mais il y a un besoin qui est présent. Il y a un marché qui va évoluer. On va retrouver des conditions de crédit qui sont à peu près historiquement normales, et donc on va retrouver probablement une solvabilité des acquéreurs. On a encore probablement quelques semaines, quelques mois où le marché va continuer de se regarder un petit peu, d'évoluer. Mais on a toujours besoin d'investisseurs, on a toujours besoin de projets pour créer du logement. Et donc on va avoir de la matière. Voilà. Intéressant. Et effectivement, je pense que la nouvelle année qui va arriver va permettre aussi, je pense à tout le monde, de un peu tourner la page de cette année de transition là, 2023. Je le rappelle pour toutes les personnes qui sont intéressées, vous avez le
le code parrain #SPR que vous pouvez saisir si vous voulez du coup vous inscrire sur la plateforme Upstone pour regarder les projets qui arriveront et puis même les opérateurs qui sont intéressés bien sûr pour faire appel à vos services. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, toutes les informations, l'explication. On a parcouru beaucoup de sujets. Alors évidemment, beaucoup liés à des notions de risque, etc. Parce qu'on est quand même sur l'immobilier et puis on est sur des activités réglementées. Donc voilà, mais c'était très important et je pense que ça a clairement contribué pour les gens qui nous ont écoutés à mieux comprendre ce que c'est le crowdfunding au-delà du site web sur lequel on voit passer des opérations et sur lesquelles on peut investir. C'est très intéressant de comprendre un peu plus en détail les rouages de ce métier. Écoute, ravi d'avoir partagé tout ça et merci de m'avoir reçu. Merci.